Soyez les bienvenus pour cette soirée exceptionnelle. Exceptionnelle déjà parce que le thème que nous allons aborder ce soir est inédit, hein. Comment les médecins et les non-médecins peuvent-ils travailler en étroite collaboration dans le domaine de l'hormonologie, hein. C'est un sujet qui est rarement abordé et c'est dommage parce que tout le monde en sortirait gagnant, comme nous allons vous le montrer tout au long de ces webinaires. Et c'est aussi une soirée exceptionnelle parce que j'ai le plaisir d'accueillir un duo de la médecine fonctionnelle qui commence à devenir célèbre. Les chouchous et loulous de l'hormonologie. Bédel Abéguilé, bonsoir. Bonsoir, Très bien. ça va très bien, merci. Alors, je Bonsoir rappelle à que tous. tu es kinésithérapeute de formation, formatrice en micronutrition et santé fonctionnelle et spécialisée en hormonologie. Bon, ça va, t'es en forme, les filles sont couchées, le Pas mari tout aussi. à fait. Et Stéphane Résimon, bonsoir. Bonsoir Bonsoir à Stéphane. tous et à toutes surtout. Alors, je rappelle que toi, tu es médecin ORL spécialisé en médecine fonctionnelle anti-âge et nutrition. Ça va, t'as eu le temps de faire ta séance de sport? C'est Non. fait, c'est fait, Ah, oui. c'est fait. C'est bien, t'es détendu. Voilà, c'est vrai, les chouchous et loulous de l'hormonologie, parce que bon, vous êtes très complémentaires, c'est vrai, mais ça vous arrive de ne pas être toujours d'accord. Donc, ça donne lieu des fois à des débats assez animés, mais vous finissez toujours par tomber d'accord en même temps. Et on va encore le voir ce soir. Le docteur Vanessa Amunio qui est avec nous. Bonsoir Vanessa, qui Bonsoir. va être en charge de cette mission de, voilà, de nous relayer toutes les questions. Voilà, donc, on va pouvoir commencer ce webinaire. Guénel, il y a quelques années, tu as créé Bruno, avec Bruno Méret DFM Formation, qui est devenu entre autres l'organisme de référence en hormonologie. Et une des raisons de ce succès, ben, c'est votre état d'esprit, qui est aujourd'hui la marque de fabrique de DFM, hein. Tu peux nous en dire plus? Oui, donc déjà, j'ai pas créé Bruno, effectivement, il Ah s'est oui, créé pardon. tout seul, Tu as créé avec Bruno Méret, mais comme tout vous êtes à tellement fait. inséparables, Donc, ouais, on a créé dans un petit coup de cœur cet organisme de formation qui aujourd'hui a pris de l'ampleur qu'on n'avait pas pu imaginer à cette époque, hein. Et oui, donc bah, c'est vrai que cette soirée va nous permettre un peu d'illustrer l'état d'esprit de DFM, notamment avec le côté très pratique qui nous tient beaucoup à cœur, puisqu'on va illustrer un peu ce qui nous semble être une bonne collaboration entre médecins et non-médecins, entre micronutrition, phytothérapie d'un côté et médecine fonctionnelle, hormones substitutives de l'autre, à travers des cas cliniques, des cas pratiques, de façon à vraiment faire passer les messages facilement. oui, parce qu'il y a quelques semaines, tu m'as appelé en me disant, voilà, je voudrais vraiment faire un webinaire pour montrer cette complémentarité entre les médecins et les non-médecins en hormonologie fonctionnelle, montrer que cette complémentarité est vraiment fondamentale parce que c'est vrai, les hormones, ça fait peur. Et puis quand on n'est pas médecin, on ne peut pas prescrire de substitution hormonale. Donc à quoi ça sert de se former? Et toutes ces craintes, toutes ces interrogations, bien légitimes, hein, ont encore mis une fois ton cerveau en ébullition. Je ne sais pas si tu étais en période d'ovulation ou pas quand ce jour-là, et tu as imaginé ce webinaire que tu ne pouvais faire qu'avec un médecin comme Stéphane, dont on connaît tous l'ouverture d'esprit et l'humilité, hein. Oui, donc c'est vrai que c'est sûr que c'est pas évident de rencontrer des personnes, des médecins comme Stéphane qui gardent une ouverture d'esprit incroyable et une envie de collaborer, de continuer à se former, de se remettre en question en permanence, de considérer le travail de nos médecins. Alors, il y a pas que Stéphane, il y en a d'autres qui sont comme ça, mais avouons quand même que quand on arrive à un niveau de connaissance comme ça, c'est pas le cas de tout le monde. Et oui, effectivement, ça nous semblait essentiel de parler au cours de cette soirée qu'on on a fait 2 formations chez DFM en hormono. Alors, on va parler de 2 formations ce soir, mais si on voulait être tout à fait juste, on n'a pas que 2 formations en hormono chez DFM. On en a 4 voire 5 en tout, donc on n'en parlera pas trop ce soir, mais il y a aussi la formation de Clara Materne qui va parler de l'assiette hormonorégulatrice. On a la formation de Marion Vallée qui parle des méthodes d'observation du cycle. Et il y a la formation Fertipratique, c'est pas que de l'hormono, mais qui parle quand même beaucoup d'hormono. Donc finalement, avec les 2 dont on va parler ce soir, ça fait 5 formations en tout. Mais ce soir, on va parler effectivement euh, à travers des exemples, des cas concrets, on va expliquer à quel point c'est important de s'intéresser aux 2 versants. Donc, moi, dans ma formation, je vais enseigner tout ce qui est physiologie, prise en charge micronutritionnelle et phytothérapique. Et Stéphane enseigne de tout ce qui est il revient également sur la physiologie, mais il n'a pas le temps en 2 jours de revenir sur tout ce qui a été vu pendant l'hormonopratique. Donc, il va très rapidement à l'essentiel, notamment la prise en charge médicale, la prise en charge notamment en hormones substitutives. Donc, ce sont 2 formations vraiment complémentaires. Et on se rend compte que souvent, on a tendance à se dire, bah tiens, moi je suis pas médecin, je vais pas forcément m'intéresser à la partie enseignée par Stéphane Résimon parce que je ne pourrais pas avoir accès à cette prescription hormonale. C'est juste,
Mais par contre, ce qui est important pour un non-médecin, c'est de reconnaître un peu les situations qui nécessitent de réorienter son patient. Quand on doit repérer qu'on est arrivé un peu, au bout, on a tout essayé avec la micronutrition, la phytothérapie, de prendre en charge tout ce qu'on pouvait. Il faut reconnaître des situations où la micronutrition, la phytothérapie ne suffit plus et c'est les situations où il faut savoir réorienter vers un médecin formé en hormonologie fonctionnelle. À l'inverse, on a aussi des médecins qui ont tendance à se dire: «Moi, je suis médecin, je peux directement aller vers les hormones, ça va être plus efficace, plus rapide. Je vais faire que la partie de formation de Stéphane parce que après tout, ça va plus vite». Mais là aussi, c'est une erreur et Stéphane non plus ne travaille pas comme ça, même s'il a accès aux hormones, puisque, avant de substituer, il y a une progressivité à avoir. Il faut d'abord travailler sur le terrain, il faut optimiser tout ce qui est optimisable et si ça ne suffit pas, avoir accès à l'hormone. Donc, les non-médecins doivent aussi bien connaître la physiologie et pouvoir essayer d'identifier toutes les causes des problématiques, essayer de résoudre, de relancer la fonction quand c'est encore possible avant de substituer et les 2 ne Mhm. sont pas incompatibles. Donc voilà Alors, pour ce qu'on voulait vous je expliquer. voudrais, je voudrais ajouter quelque chose. Je te félicite d'avoir été pas une des premières, mais quand même dans les précurseurs en thérapeute non médecin, donc nutritionniste dans ton cas, et avoir eu l'intelligence de considérer les hormones comme n'étant pas des substances qui ont des cancers. Parce que pour moi, c'est vraiment à pleurer. Je vois beaucoup de collègues nutritionnistes ou qui font de la médecine holistique ou tout ce qu'on veut, qui sont formés avec comme idée, les hormones, ça donne le cancer. C'est tout à fait faux, archi faux, on va le prouver d'ailleurs. Et c'est même l'inverse, hein, les petits jeunes de 18-20 ans qui sont pleins d'hormones, ou les petits jeunes hommes de 18-20 ans plein de testostérone ne font pas de cancer de la prostate ou du sein. C'est les papis et les mamies qui arrivent à plus de 50 ans qui en général le font. Et donc, et justement, DFM, pour moi, c'est génial parce que c'est enfin une école de médecine fonctionnelle qui enseigne l'hormonologie. Ça manquait parce que les autres que je connais ne le font pas. Et beaucoup, je vois dans les stagiaires, les personnes qui viennent assister en consultation, ils ressortent avec des idées préconçues. Et parce que ça se colporte de génération en génération. Ben, les hormones, c'est mauvais, ça donne les cancers, ça fait grossir, alors que c'est exactement l'inverse. Mais il faut bien connaître la matière quand même. Bon, merci en Voilà. tout cas Exactement. merci pour ce préambule. Guénel, tu l'as dit, l'idée de ce webinaire, c'est d'être le plus concret possible. Donc, on va illustrer à chaque fois par des cas cliniques les objectifs de cette formation en hormono-substitutive et à chaque fois vous montrer les bénéfices d'une collaboration entre médecins et non-médecins. Et premier objectif, j'apprends à repérer les déficits hormonaux chez mes patients, à repérer mes limites en tant que non-médecin et à réorienter si nécessaire. Alors, on va prendre le cas de Madame X. Elle a 45 ans, elle consulte pour une grosse fatigue et des troubles digestifs notamment. Elle est sous lévothyrox 75 mg, sa TSH est normale. Guéna, comment vas-tu prendre en charge cette patiente? Alors voilà, c'est un cas très classique, hein, qu'on rencontre en permanence. Je suis sûre qu'il y a même des personnes qui nous écoutent qui sont directement concernées par cette situation. On a des troubles thyroïdiens, une clinique d'hypothyroïdien. On a été substitué avec du lévothyrox ou, une autre T4, donc une hormone thyroïdienne qui est inactive et malgré la substitution hormonale, on ne va pas mieux. Les signes cliniques restent là ou sont insuffisamment diminués alors que pourtant, quand on regarde l'analyse biologique, on voit la TSH est bonne et que vu qu'en médecine, on apprend que la TSH est un bon marqueur de la fonction thyroïdienne, on se dit: je suis content, la TSH est dans les clous, c'est que ça va bien et on oublie d'écouter sa patiente qui continue à être en souffrance. Du coup, c'est la clinique qui prime, hein, comme, Stéphane le répète tout le temps. Donc du coup, cette patiente, vu qu'elle a encore fatigue, troubles digestifs, je sais plus ce que tu as dit encore, plusieurs signes d'hypothyroïdie, elle est encore en hypothyroïdie malgré ce que nous raconte la TSH. Mhm. Donc ce qu'on va faire de notre côté, ça va être essayer de comprendre pourquoi elle est en hypothyroïdie malgré la prise de T4. Et donc, on sait que, il y a plusieurs causes à cela, que la T4 peut-être ne se convertit pas suffisamment en hormone active, en T3. Donc, on va vérifier cela avec déjà une analyse biologique qui va pas juste se cantonner à la TSH, on va aussi faire au moins T4 et T3 et on peut voir par exemple dans ce cas, imaginer que la T4 elle est bonne forcément s'il y a une substitution, mais que la T3 elle est restée basse, elle n'a pas beaucoup remonté, pas suffisamment. De toute façon, on ne sait pas de quoi on parle parce qu'elle n'a pas été faite au préalable. Et effectivement, donc dans ces cas-là, il faudra rechercher pourquoi est-ce que la T4 ne se convertit pas en T3. On va devoir checker les micronutriments essentiels à la conversion, les cofacteurs, comme notamment le zinc, le sélénium, entre autres. Mais on sait qu'il peut y avoir également des métaux lourds qui impactent la conversion, des polymorphismes génétiques, des déséquilibres østroprogestéroniques chez la femme, par exemple, trop d'œstrogène, trop peu de progestérone, ou encore du stress, hein, qui peuvent impacter cette conversion. Donc ça fait déjà beaucoup de choses à évaluer pour voir s'il n'y a pas un problème de conversion.
On pourrait même imaginer notre situation. On peut imaginer que la T3, elle est bonne et que malgré tout, ça ne marche pas parce que peut-être qu'il y a trop de transporteurs qui vont rendre les hormones inactives ou peut-être qu'il y a des résistances au niveau des récepteurs aux hormones thyroïdiennes. Et donc, à chaque fois, quand on investigue une piste, il faudra faire certains dosages biologiques et les interpréter en fonction de la clinique à la recherche de la cause du problème. Par exemple, si on voit que T4, T3, même T3 reverse, qui est une hormone un peu parasite qui va prendre la place de la T3, si tout est bon et qu'il y a des signes d'hypothyroïdie, on pourra suspecter à ce moment-là une résistance des récepteurs et ça va nous amener à investiguer une piste d'inflammation ou de dysbiose qui pourrait faire passer des molécules qui bloquent les récepteurs dans l'organisme. Et donc, on comprend bien que la prise en charge va totalement dépendre de ce qu'on trouve. On peut être amené à prendre en charge un stress ou une dysbiose pour corriger une fonction thyroïdienne finalement. Bon, alors, Oui. Et tu as- si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai que malheureusement, beaucoup de thérapeutes, surtout des médecins, ont comme connaissance de la thyroïde, la TSH est normale ou pas. C'est complètement, c'est obsolète depuis, je dirais, une trentaine d'années. Et c'est clair qu'il y a plein d'articles qui confirment ça. Dans l'enseignement qu'on donne tous les deux, on insiste lourdement sur que la thyroïde, c'est purement clinique. Donc, en gros, dès qu'une patiente se lève fatiguée, que ça va mieux après 1 heure, dès qu'elle est frileuse, ça suffit. Dès qu'elle a un intestin ralenti après les repas, l'estomac gonfle, l'humeur up and down, ça c'est la thyroïde, c'est rien d'autre, quelle que soit la biologie. Et comme tu l'as dit, le problème c'est qu'un médecin qui prescrit la TK, donc l'évothyrox, Euthyrox, l'évothyroxine, TCAPS, c'est la même soupe, hein, c'est la même molécule. Eh bien moi je veux bien qu'il prescrive ça, mais s'il dose le manganèse, le molybdène, la B12, le sélénium, le zinc, le fer, s'ils checkent les récepteurs qui ne fonctionneront que s'il y a assez de vitamine D, vitamine A, s'il n'y a pas de dysbiose, s'il n'y a pas d'inflation de bas grade. Or, aucun ne font ça, même des profs d'UNIF, je vois ça ici en Belgique, des profs d'UNIF qui enseignent ça à l'université, eh bien sur le terrain, en consultation, ils ne le font pas. bon, alors, Voilà. imaginons, Guénel, tu as mis en place un traitement, une prise en charge en micronutrition, mais la patiente revient te voir quelques mois plus tard, ça va un petit peu mieux, mais elle est toujours fatiguée et constipée. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Alors, je vais vérifier Parce que tu as si forcément bien fait ton travail. Donc, voilà. Je vais déjà vérifier si j'ai bon, bien fait mon travail, si elle a bien suivi mes conseils, si la oui, c'est substitution important. pour optimiser ses micronutriments ont bien fonctionné. Parce que c'est pas parce qu'elle applique que ça a bien remonté, donc il faut vérifier Bien si les sûr. taux sont OK. Et si malheureusement elle a tout fait bien et que c'est pas suffisant, je vais reconnaître mes limites justement. Et là, je vais me dire, ah, c'est vraiment la situation où j'ai fait ma part de job, le patient a fait sa part de job, malheureusement, c'est pas toujours suffisant, c'est une réalité. C'est à ce moment-là qu'il faut savoir réorienter. Peut-être qu'il y a un polymorphisme génétique, ou en tout cas, ça peut nécessiter une substitution hormonale. Et là, c'est plus de mon ressort. Je suis pas médecin, donc j'envoie chez Steph, par exemple. Voilà, donc Steph, à toi de jouer maintenant. Comment tu prends en charge cette patiente? Alors voilà, donc c'est vrai que la prise en charge de l'hypothyroïdie se fait step by step. On fait d'abord la nutrition, il faut que le patient mange bien, pour ne pas se mettre en inflammation, en dysbiose. Donc de nouveau, les patients qui mangent du gluten, de l'avoine, des produits laitiers, qui mastiquent mal, que des FODMAP, qui se met aux digestifs non traités. Donc il y a plein de raisons digestives au blocage de la thyroïde. Donc, dès qu'un patient a des soucis au niveau de son ventre, il faut régler ce problème-là. Mais il y a plein de cas de figure. La deuxième chose, c'est la nutrition, évidemment, puisqu'on sait que la thyroïde, les hormones thyroïdiennes sont toutes à base de tyrosine. C'est un acide aminé présent dans les protéines. Donc, si le patient ne mange pas de protéines le matin, ben, c'est déjà un gros souci. Puis après, step by step, une fois qu'on a fait cette première phase dont tu as parlé ici, on peut éventuellement des extraits thyroïdiens light, voire un traitement hormonal par T4 et T3. Alors c'est vrai que la désioïdase, c'est bien en théorie, en pratique, moi je la dose pas beaucoup ou rarement, mais disons je vais me baser sur la clinique et je vais substituer par la T3, T4. Il y a des spécialités sur le marché selon les pays et puis monter petit à petit mon traitement de jour en jour jusqu'à ce que le patient passe de 20-25 symptômes d'hypothyroïdie à 0 ou 1 ou 2. Et ça, c'est le patient qu'on doit éduquer en consultation. Il doit avoir des neurones pour comprendre que ben, son traitement thyroïdien, c'est pas le même s'il fait 40 degrés dehors ou s'il fait moins 20 degrés. Ça change complètement. C'est comme le chauffage à la maison. Le réglage n'est pas le même du tout en été, en hiver. Et ça, c'est un travail de consultation. Ça demande vraiment un tête-à-tête avec le patient et beaucoup d'explications pour que le patient intègre comment régler sa thyroïde lui-même en fonction de ses symptômes
sans être surdosé, sans être en hyperthyroïdie. Mais également, là-dedans, il y a une partie hormonale qui est importante, puisque la conversion de T4 en T3 nécessite de la progestérone, qui commence à chuter chez les femmes vers 35-40 ans en moyenne. Et donc, si une patiente n'est pas substituée pour sa préménopause, avec les premiers symptômes cliniques, syndrome prémenstruel par exemple, eh bien, il n'y a aucune chance que sa thyroïde puisse bien fonctionner. Si elle est en hyperœstrogénie également, ça peut bloquer la thyroïde. Donc, c'est un travail d'ensemble au niveau hormonal. C'est pas que la thyroïde, il faut tenir compte du cortisol, des hormones féminines, etc., etc. Donc, ça demande vraiment un travail de consultation et c'est pas, il n'y a pas une recette magique. Je ne peux pas dire à une hypothyroïdienne par mail, voilà, prenez ça va aller. C'est pas du tout comme ça. Ça demande un gros travail d'explication. Voilà, en tout cas, un cas clinique illustre parfaitement la nécessité de bien connaître l'hormonothérapie substitutive, en l'occurrence dans le cadre de la thyroïde, pour pouvoir orienter le patient si celle-ci n'est pas adaptée. Alors, Vanessa, je reviens vers toi. Est-ce que nous avons des questions justement sur ce premier cas Ouais, clinique? ouais, en fait, c'est une remarque déjà sur les médecins qui peut-être ne doseraient que la TSH parce qu'autrement, ils risqueraient de se faire peut-être taper sur les doigts par les recommandations. Alors, en l'occurrence, ce serait peut-être l'HS, mais voilà, elle, qu'est-ce qu'il en est? Je peux répondre peut-être parce que j'ai des patients de tous les pays. En Belgique, demander la T3, c'est passé petit à petit dans les années dans les mœurs, en gros. Les labos ne refusent pas de le faire. Même s'il n'y a qu'un remboursement ou la T4 ou la T3, pas mal de labos offrent le dosage en plus. Et ils ont commencé à intégrer le fait que des médecins formés étaient plus intéressés par la T3 que par la T4. Alors en France, je sais qu'il y a des problèmes, Mm. c'est la Gestapo, hein, c'est Ah la oui, Gestapo. c'est pas le cas en France Au encore, niveau de la Sécu, au niveau des ordres des médecins, au niveau de l'HS, c'est vraiment la Gestapo. On prend les plus mauvais pour mettre à ces postes-là, mais ça, c'est un autre débat. Et puis ceux qui dictent les bonnes règles de conduite. Donc, moi, je vois ce qui se passe, c'est que moi, quand je te présente une française, eh ben, elle n'est pas remboursée puisque je ne fais pas partie des médecins du pays. Donc, je demande à un collègue ou demande au médecin traitant de signer la demande de bio. Parfois, il y en a qui refusent parce qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent pas leur boulot. Maintenant, je sais qu'en France, l'avantage que vous avez par rapport à nous, c'est qu'un patient peut décider de se hein. faire doser ça et ça. C'est à sa charge, mais moi, désolé, mais même s'il y a, je sais pas moi, 25 euros à payer pour une T3, ça vaut de ne pas être gros, dépressif, constipé, d'avoir un reflux acide et de perdre tous ses cheveux. Ça en vaut la peine, je trouve. Non, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas besoin d'une prescription médicale pour aller faire un bilan sanguin. Bon. Mais après, ça va être à notre charge. Et pas mal de collègues français fonctionnels, d'ailleurs, ils font faire la biologie hors sécu pour ne pas avoir d'ennui avec les autorités. Mhm. Vanessa, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, c'est de savoir si dans les formations d'hormonaux, enfin, dans l'une ou l'autre, on va parler des extraits glandulaires. Ouais. On en parle dans les deux, dans celle de Steph et dans la mienne, ouais, tout à fait. Et c'est pareil, en fait, c'est une progressivité, c'est ça qui nous tient à cœur, hein, que ce soit Steph ou moi, on a la même technique de travail, sauf que moi, je suis pas médecin, donc je peux pas aller jusqu'à ce que lui, il fait, la substitution hormonale, mais même lui qui a accès aux hormones, il a quand même la même progressivité. Ouais. D'abord, la micronutrition, optimiser le terrain, la micronutrition, la phytothérapie. Si c'est pas suffisant, les extraits glandulaires, c'est pas suffisant, moi, je réoriente et lui substitue en hormones bioidentiques dans la mesure du possible. Voilà, donc ce sont des outils auxquels on peut avoir affaire, ouais, tout à fait. On passe Et au deuxième Un, objectif, deuxième cas clinique? Ouais, un tout Stéphane. petit truc qu'on n'a pas dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'iode. Énormément, on va dire Ouais. 90% de nos patients, 95% sont en manque d'iode en fait. Donc en gros, tout le monde devrait prendre tous les jours la vitamine D, du magnésium matin et soir et de l'iode. Euh, Parce que l'iode, ça n'impacte pas que la thyroïde, on va pas en parler, mais ça impacte beaucoup d'autres systèmes du corps, dont les cancers du sein, de la prostate, du testicule. Et l'iode, tout le monde devrait prendre de l'iode à des doses supérieures à ce qui est recommandé en France. Alors, deuxième objectif de cette formation, dédramatiser les hormones et bien faire la différence entre hormones bioidentiques et de synthèse. Donc, on va prendre le cas de cette femme de 50 ans qui est fraîchement ménopausée, qui vient te consulter, Guénel, pour des bouffées de chaleur et de l'atrophie vaginale. Elle ne veut pas d'hormones parce que sous pilule, elle avait des maux de tête, des troubles hépatiques. Et je précise qu'elle n'a pas d'antécédents de cancer hormonodépendant, ni personnels, ni familiaux. Donc, qu'est-ce que tu vas lui proposer? Bah, encore un cas clinique qu'on rencontre très souvent, hein, Oui, vraiment, c'est on est vrai. parti dans du gros cliché, hein, mais c'est ce qu'on rencontre au quotidien. Bah, donc effectivement, cette femme qui arrive à la ménopause, elle a ses bouffées de chaleur, son atrophie vaginale, 2 signes cliniques parmi tant d'autres probablement qu'elle doit avoir également, qui sont liés à la chute hormonale de la ménopause.
Donc, vous savez que toutes les femmes ne se plaignent pas forcément au même point des signes de la ménopause. Certaines vivent très bien leur ménopause et tant mieux pour elles, mais effectivement, beaucoup de femmes ont des troubles de ce type. Et ces problématiques vont être d'autant plus intenses que la chute hormonale va être importante. Donc ça, c'est vraiment des signes plutôt d'hypoœstrogénie qu'on a décrit ici. Bouffée de chaleur et atrophie vaginale, c'est plutôt lié à l'hypoœstrogénie. Et on va s'interroger sur pourquoi une chute d'œstrogène? Bon, oui, parce que les ovaires sont arrivés en bout de course, c'est la ménopause, donc c'est tout à fait logique. Mais pourquoi certaines femmes plus que d'autres? Alors, il y a plein de raisons à cela, mais notamment, il y a des femmes qui, à la ménopause, continuent à réussir à produire des œstrogènes. Elles sont quand même souvent moins embêtées par ce genre de Mhm. signes. Alors, ce sont des femmes qui généralement sont un petit peu, pas forcément en surpoids, mais qui ont encore une certaine masse grasse. Et vous savez que les adipocytes réussissent à convertir nos androgènes, nos hormones mâles, en œstrogènes. Donc ces femmes sont quand même préservées. Mais alors il y a quand même des femmes qui sont parfois en surpoids et qui ont quand même beaucoup de bouffées chaleur et qui ont vraiment une grande chute hormonale parce que le tissu adipeux ne fabrique pas les œstrogènes. Il ne fait que transformer les androgènes en œstrogènes, ce qui est très différent. Ce qui veut dire qu'il faut encore que ces femmes réussissent à produire des androgènes arrivés à la ménopause. Et la synthèse des androgènes chez la femme ménopausée est quand même en très grande partie liée à la santé de ses glandes surrénales. Donc ces glandes surrénales qui sont, comme vous le savez, des glandes qui sont très très soumises au stress. Et donc vraiment l'activité résiduelle des surrénales à la ménopause, c'est vraiment le reflet de la gestion du stress des années, voire des décennies passées au préalable. Donc, je suis en train de dire qu'une ménopause, ça se prépare en évitant le sous-poids. Je ne veux pas dire qu'il faut s'engraisser pour s'engraisser, l'idée n'est pas là non plus, mais éviter le sous-poids. Et en essayant de se préserver du stress, de bien se traiter, en gros, d'être bienveillante envers soi-même et essayer de faire un peu le tri des personnes toxiques, activités physiques, etc. Mais bon, malheureusement, c'est pas la veille de la ménopause qu'on fait ça, c'est un travail sur des années et c'est pas toujours suffisant. Et donc cette femme, on va pouvoir également lui proposer bien sûr des règles d'hygiène de vie, activité physique, gestion du stress, hein, parce que là on parle beaucoup des hormones, mais il faut savoir que les symptômes de la ménopause, notamment les bouffées de chaleur, c'est pas que hormonal. On voit bien que oui, bien sûr, c'est déclenché par la chute hormonale, mais qu'il y a des femmes qui sont enfin, qui ont des bouffées de chaleur très dépendantes de leur activité émotionnelle, enfin de leurs émotions. Et des bouffées de chaleur peuvent être déclenchées par un coup de stress, des choses comme ça. Donc, il faudra aussi bien prendre en charge tout ce qui est système nerveux végétatif, tous les déséquilibres ortho-parasympathiques. Ça peut faire intervenir de la cohérence cardiaque. On a parlé de l'activité physique, certaines plantes, pourquoi pas de la gentiane, de la valériane, ce type de plante qui peut apaiser le système nerveux, on va dire. Et en parallèle, on pourra lui conseiller effectivement d'autres plantes pour optimiser ses hormones. Mais par contre, ce que je vais faire, j'aurais pu commencer par dire ça d'abord, cette femme, ce que je vais peut-être commencer à faire en tout premier lieu, c'est parler avec elle des hormones, parce qu'elle a peur des hormones. Tu as dit, elle a peur des hormones, elle n'en Oui, veut elle a pas peur des parce qu'elle hormones a parce eu, qu'elle voilà. elle avait, quand elle était sous pilule, elle avait des maux de tête, des troubles hépatiques. Donc, du coup, Voilà. Donc, elle première craint chose de à faire, reprendre des peut-être, hormones. c'est Ouais. il faudrait d'abord lui expliquer ce que c'est comme différence entre les hormones qu'elle avait dans sa pilule contraceptive, qui sont des hormones de synthèse non bioidentiques, c'est-à-dire des hormones qui sont différentes de celles qu'on produit dans l'organisme. Donc, par exemple, ce ne sont pas des œstrogènes, mais c'est de l'éthinoestradiol. Et en plus, ce n'est pas des hormones qu'on produit de manière endogène, mais qu'on prend par voie orale, ce qui est très différent. D'une part, ce pas les mêmes molécules, elles sont beaucoup plus fortement œstrogéniques. Et en plus, on les prend par voie orale et ça ne se métabolise pas de la même façon. Donc, il faudra bien lui expliquer que si elle a un THS, ce n'est pas du tout les mêmes hormones. Elle aurait affaire à des hormones bioidentiques, les mêmes qu'elle produit, et un médecin qui est bien formé ne va pas mettre par n'importe quelle voie d'administration. Un médecin bien formé ne mettra pas les œstrogènes par voie orale, va les mettre par voie cutanée, mais Steph vous en parlera tout à l'heure. Donc, il faudra bien lui expliquer que ce n'est pas du tout la même chose. Il faudra dédramatiser que ces maux de tête et ces troubles hépatiques, elle n'aura pas la même chose avec ces hormones. Mais ça, Steph vous en parlera tout à l'heure. Mais avant, effectivement, si elle veut rien entendre, chacun est libre d'aller vers ce qu'elle veut, mais il faudra quand même lui expliquer. Donc, on pourrait quand même lui conseiller des plantes œstrogéniques pour ses bouffées de chaleur, donc comme la sauge et le houblon, par exemple. Il faut avouer que ça peut marcher, mais ça peut ne pas être suffisant. Et pour l'atrophie vaginale, vraiment, c'est pas du tout suffisant. Donc, on Non. peut recommander de l'acide hyaluronique ou d'huiles de bourrache, mais c'est pareil.
il faudra vraiment lui dire qu'au moins un petit peu d'œstrogène par voie vaginale, ça peut lui changer la vie. Ça peut aussi prévenir les infections urinaires, les infections vaginales, et cetera. Donc, et il y a très peu de passage systémique, c'est ce qui l'inquiète. Et par contre, ce qu'il faudra lui dire aussi, ça je m'efforce de passer du temps à chaque fois avec mes patients, c'est que je pense que sur du long cours, on est vraiment plus safe, enfin même j'en suis sûre, avec un THS bien mis en place, comme Steph va vous l'expliquer, hein, vraiment bien mis en place, j'insiste, qu'avec une substitution, enfin qu'avec des plantes. Parce que aujourd'hui, les plantes qu'on connaît, les plantes œstrogéniques vont vraiment, enfin pour certaines, elles vont vraiment activer les récepteurs aux œstrogènes, comme les œstrogènes si on veut, donc entraîner des multiplications cellulaires, etc. Mais aujourd'hui, les plantes progestéroniques qu'on connaît n'ont pas cette propriété. C'est-à-dire que beaucoup d'actions de ces plantes vont agir quand la femme a encore une période, enfin encore une activité ovulatoire. Elles vont souvent agir en augmentant la synthèse de progestérone par le corps jaune. Elle est en ménopause, donc elle a plus de corps jaune parce qu'elle n'ovule plus. Donc elles ont quand même des petites propriétés, mais qui sont vraiment insuffisantes. Elles ne sont pas à la hauteur pour contrebalancer l'effet de multiplication cellulaire des plantes œstrogéniques. Donc sur du long terme, je pense qu'on est bien plus safe avec un traitement comme ça, on va vous parler, qu'avec une phytothérapie. Même si la phytothérapie, c'est naturel et qu'on a plutôt l'impression d'être plus doux, eh ben, ça a parfois un petit peu ses limites aussi, je pense, sur du long cours. Voilà, Je vais beaucoup en parler de ça. tu la revois 2 mois après, donc tu lui as donné des plantes œstrogéniques. Elle ne va pas mieux et elle a réfléchi et elle est d'accord pour voir Steph Mm. et discuter de la mise en place d'un éventuel traitement hormonal. Stéphane, comment tu vas rassurer cette patiente et comment tu vas la prendre en Juste, je charge vais alors? juste préciser que j'aurais quand même mis des plantes progestéroniques malgré tout en plus, quand Oui, même. Mais bon, ouais, voilà. Allez, pardon, Steph. Alors t'as j'adore ce raison de le que préciser. j'adore ce que Ganel, qui est balèze en phyto, raconte, parce que c'est exactement mon point de vue. Donc, moi, la phyto, j'ai rien contre. D'ailleurs, dans les cours, j'en parle, je balance hormones naturelles et phyto, même si mes connaissances sont bien moindres que ce que Gen possède. Mais il faut faire comprendre à cette patiente qui a des a priori contre les hormones que son corps est fait depuis des millénaires, est fait pour fonctionner avec des œstrogènes, de la progestérone, de la DHA, de la testo, l'hormone de croissance, de la prénolone, du cortisol, et qu'aller retirer ces deux hormones-là qui sont les plus spectaculaires lorsqu'une ménopause s'installe. Mais c'est pas que ça, la ménopause, c'est également la mort progressive de la thyroïde, des surrénales, etc., etc. Eh bien, qu'est-ce que son corps attend? C'est d'avoir le même messager qui va agir sur plein de choses, la masse osseuse, masse musculaire, la non-vieillissement du visage, la non-chute de cheveux, la bonne libido, etc. Il a envie de continuer à avoir le même traitement. Et donc, ben, désolé, quand une vieille voiture qui a 50 ans fume, a des bouffées de chaleur, mais qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau et de l'huile. Ben, une femme, c'est la même chose. Un homme qui est en andropause, qui commence en andropause à 45, 50 ans, qui bande plus, qui, euh, qui a une perte musculaire et qui dysfonctionne du cerveau, ben, il attend qu'une chose, c'est d'avoir sa testo, sa DHA correcte. Mais de nouveau, c'est un traitement qui doit être prudent. Il faut connaître, il faut toujours balancer. C'est-à-dire que l'exemple des hormones féminines, c'est qu'on ne met jamais, 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 même en cas d'hystérectomie, donc en cas de retrait de l'utérus, on ne met jamais des oestrogènes seuls. Il faut toujours la progestérone avec, toujours, toujours, toujours. Et là, malheureusement, je vois encore des gynécos actuellement qui disent: Ah, madame, vous n'avez plus votre utérus, voilà seulement des oestrogènes. Ce gynéco est dangereux et criminel potentiellement. Il peut créer des cancers du sein comme ça. La progestérone, c'est le GABA. Je suis cool, relax, je ne m'énerve pas, je dors bien, je ne monte pas sur la tête de mon conjoint, de mon mari. Et donc, les pauvres dames qui arrivent à 40-45 ans en manque de progestérone, qui ont un syndrome prémenstruel, elles deviennent infernales 10 jours par mois. Leur entourage le paye, elles le payent également. Et on leur prescrit des anxiolytiques, des somnifères, alors qu'un peu de progestérone aurait résolu tous les problèmes. La masse osseuse dépend des oestrogènes et de la progestérone. Donc voilà, alors moi j'ai des femmes qui me disent: Écoutez, je suis une opposée, je veux que de la phyto. J'apprécie la phyto tout en les prévenant qu'on n'aura jamais autant de bons effets que les hormones naturelles et qu'en plus, comme le disait Guénel, autant il y a plein d'études qui montrent que la progestérone a des effets protecteurs cancer du sein, de l'endomètre et de l'ovaire, autant j'ai pas vu passer d'études sur la phyto Mm. progestérone. Voilà. Stéphane, d'où vient cette peur concernant le THS, aussi bien Ah de la ben, part des c'est très médecins et simple. des patients? Parce qu'en France, le taux de femmes sous traitement Hein, hormonal substitutif est encore très bas. voilà.
comme je le répète à chaque fois, quand j'ai 20 patients belges qui viennent en consultation, il y en a 19 qui ont un traitement hormonal substitutif à la ménopause. Et quand j'ai 20 Français, j'en ai même pas une qui est traitée. Ah ouais, en Il y a France, on vraiment une est très en différence retard. entre les deux pays qui est flagrante. Les pays nordiques, ils sont dans le même caca que les Françaises, parce que là-bas, THC, alors que il y a des pays où c'est normal, comme l'Allemagne, etc. D'où ça vient? Ben, c'est qu'il y a très très longtemps, il y a peut-être 25-30 ans, il y a une étude américaine, c'était la 1 Million Study Women, 1 million de femmes ménopausées. On a mis la moitié sous traitement hormonal et la moitié sans traitement hormonal. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ben, que l'étude a dû être arrêtée pas, car il y a beaucoup plus de cancers, d'infarctus, d'attaques cérébrales chez les patients traités. Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que elles étaient traitées par des hormones conjuguées, donc c'est pas tous les hormones naturelles que nous on utilise, c'est des hormones de cheval et hormones équines, hein, l'équigine à l'époque. Et on a refait les études par après sur un moins grand nombre de patientes, plusieurs études qui ont prouvé qu'avec les hormones naturelles, on avait l'effet inverse. Rien que donner de la progestérone en préménopause, quand les symptômes sont là, donc syndrome prémenstruel, j'ai mal au sein, rétention d'eau, change de caractère avant mes règles, règlements d'eau douloureuse, rien que le fait de mettre une progestérone, là, ça diminue déjà de 24% le risque de cancer du sein. Et si en plus, là, on donne un œstrogène naturel par voie transcutanée, comme l'œstradiol, à ces patientes, si elle a un cancer du sein, il est bien moins agressif et la guérison est bien plus fréquente que sans traitement. Donc les femmes déplétées en hormones naturelles font des cancers du sein plus fréquents et bien plus agressifs. Voilà. Et là encore, on a l'exemple que, pardon, Ouais. Oui, non, vas-y, vas-y. ouais, là encore, on a l'exemple que le praticien en santé fonctionnelle aura permis à cette patiente de commencer rapidement en traitement, parce que plus on le commence tôt, mieux c'est, hein, pour le maintien Exactement, notamment tout des à fait. fonctions osseuses et métaboliques, et de vivre sa ménopause de façon beaucoup plus sereine. Vanessa, est-ce qu'on a des questions justement sur ce... Oui, J'en ai justement, vu passer pas mal. Steph, c'est dans la lignée de ce que tu disais. Est-ce qu'une personne déjà ménopausée qui prend des plantes œstrogéniques, progestéroniques qui ne suffisent pas, est-ce que tu peux, au bout de 10 ans, lui proposer un traitement hormonal ou est-ce que c'est trop dangereux? Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est vrai qu'il y a il y a des mensonges qui sont colportés. On arrête après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans. C'est faux. On continue jusqu'au cimetière, on continue le traitement. Déjà hormonal, il n'y a pas de raison qu'une vieille bagnole de 80 ans, on arrête de mettre de l'huile dedans. Voilà. Et maintenant, si la patiente n'a pas eu de THS, n'a eu que de la phyto ou rien du tout, et qu'elle a 65, 70, 75 ans, eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On lui rend son traitement si elle le demande. Et j'ai des demandes de des personnes de cet âge-là qui sont des problèmes de libido, qui ont un nouveau compagnon, lui est actif, elle est incapable d'être active. Et puis, il n'y a pas que la libido et la sécheresse qui disparaît, la libido qui apparaît, la sécheresse qui disparaît. Il y a plein d'autres fonctions. Le mental va mieux fonctionner, plus d'énergie. Les formes physiques également vont s'améliorer. Mais de nouveau, toujours être prudent. Ça demande des contrôles biologiques. Ça demande un interrogatoire du patient. Donc, en fait, moi, je me base tout autant sur la prise de sang que sur ce que la patiente me dit. Et voilà. Et tu recommandes un traitement plutôt en continu ou tu fais des pauses? Parce Alors, que en gros, ben, d'un avis, alors, on a moi, du mal à se situer là-dessus. Ouais. voilà, je fais stopper le traitement. J'ai une semaine tous les X mois. Ça peut être une semaine par mois si on veut. Tous les 3, 4, 5 mois, ça suffit. Et si la patiente me dit, écoutez, quand j'arrête mon traitement, je prends 5 kilos ou 2 kilos d'eau, Je suis pas bien, euh, j'ai des bouffées je de chaleur de déprime, nouveau. j'ai plus de chaleur, j'ai plus de libido, et c'est une semaine d'enfer, je dis, mais continuez en non-stop, c'est pas un problème du tout. D'accord, c'est pas un problème. Vanessa, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, les gens voudraient savoir, est-ce qu'une fois que tu lances un THS, tu le gardes à vie ou est-ce que tu limites quand même sa durée? Avis. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est Ouais. ça. Voilà. Par contre, on peut, même si la patiente n'est pas complètement ménopausée et que la partie phyto-organo ne suffit pas, on peut déjà utiliser les hormones Non, avant que non, la non. ménopause soit Moi, déclarée. très souvent, après ménopause, dès qu'il y a des petits symptômes, je teste d'abord la phyto. Non, il y a des patients qui disent, écoutez, je veux mes hormones. Elle ne veut pas passer par la phase phyto parce qu'elle s'est bien renseignée, elle a lu beaucoup d'infos. Mais déjà, en fait, la ménopause, c'est pas un jour je suis bien, le lendemain, j'ai pris 20 kilos, j'ai plus de libido, je perds mes cheveux, mes seins tombent. C'est pas comme ça, c'est progressif. Et la préménopause commence gentiment à 30-35 ans. Et on parle des femmes, déjà qui a 35 ans, ont plein de signes de déficit hormonal. Et voilà, il faut prendre ça en charge. Et si la patiente n'a pas de symptômes de déficit, est-ce que tu traites quand même, Steph? Alors, imaginons, j'ai en fonctionnel une patiente de 55-60 ans, ménopausée, qui vient me voir et tout va bien, elle pète la forme, c'est juste de la prévention. Et d'écouter, voilà, je viens parce que je vais rester en forme longtemps, je ne veux pas perdre ma tête comme ma maman qui a eu un Alzheimer.
ou bien, voilà, et si elle est bien, elle n'a aucun symptôme de déficit et que tout va bien, je lui parle quand même de la prise en charge, qui a quand même un effet bénéfique, prévention, cancer moins fréquent, qui a également, il faut savoir quand même que les déficits en œstrogène, en DHEA et en testo sont promoteurs d'Alzheimer, hein. Il y a beaucoup plus d'Alzheimer chez les patientes qui n'ont pas leurs hormones après la ménopause, beaucoup, beaucoup plus. Et donc, je parle quand même de ça, que la patiente, voilà, au choix, mais disons, je ne vais pas insister du tout. Si elle est bien, pas de bouffée de chaleur. Et attention, beaucoup de femmes ménopausées n'ont pas de bouffée de chaleur. C'est pas parce qu'il n'y a pas de bouffée de chaleur que tout va bien, hein. Mhm. Voilà. Et donc, en gros, ça se discute au cas par cas. Mais je dirais quand même, voilà, je proposerais plutôt un traitement petite dose préventivement, mais sans insister. Alors, on a parlé des femmes, on va parler des hommes maintenant. On va prendre le cas d'un homme qui a de 40 ans. Il vient te voir, Guénel, parce qu'il a pris du ventre. Et à l'interrogatoire, tu te rends compte qu'il présente une baisse de libido, qu'il a du mal à faire de la masse musculaire et qu'il a une légère gynécomastie. Donc, évidemment, tu vas soupçonner une carence en testostérone, hein. Oui, tout à fait. C'est vrai que tous les signes que tu cites, c'est la première chose qu'on ira investiguer. Alors du coup, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir pourquoi cet homme manque de testostérone. Mhm. Donc, je vais mener ma propre enquête, hein, comme on fait tout le temps, hein. Ce qu'on enseigne chez DFM, c'est vraiment la démarche fonctionnelle en micronutrition. C'est ça qui nous tient à cœur, c'est d'apprendre aux praticiens à mener sa propre enquête à la recherche de la cause du problème. Pas là, qui sont souvent en fait en réalité des causes. La plupart des problèmes sont plurifactoriels, mais ça arrive qu'il y ait une seule cause unique. Donc, dans un cas comme ça, par exemple, hein, pour illustrer un petit peu mes propos, on va d'abord chercher si le manque de testostérone, déjà s'il y a vraiment un manque de testostérone, c'est-à-dire d'un point de vue quantitatif, est-ce qu'il y a vraiment un manque de testostérone ou un autre androgène? On peut avoir peut-être un manque de DHT, de DHEA, deux autres androgènes qui pourraient mimer un peu ce type de signe clinique. Alors, il est même possible, hein, que tous ces androgènes soient tout à fait normaux, pas trop bas, optimum, mais qu'il y ait des résistances, hein, ou qu'il y ait trop de transporteurs, trop de SHBG, le transporteur de ces hormones, qui peuvent augmenter, par exemple, en cas d'obésité, de troubles hépatiques ou d'hyperoestrogénie. D'ailleurs, vu qu'il a de la gynécomastie, c'est pas impossible. La gynécomastie va orienter vers une hyperoestrogénie. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a un signe clinique de manque d'androgène qu'on manque quantitativement d'androgène, mais ça veut dire qu'il y a une baisse de ce qu'on appelle l'imprégnation androgénique. C'est ça qui nous intéresse finalement, c'est la résultante fonctionnelle des hormones, de l'équilibre hormonal sur ce terrain-là. C'est ça qui nous intéresse. Après, on va chercher si effectivement il s'avère qu'il y a par exemple un manque de testo. Effectivement, on fait le dosage de testo, il est bas. On va chercher, est-ce qu'il est bas, est-ce que cette testo est basse parce que les testicules sont à plat ou parce que le cerveau a capitulé. Un homme qui a une testo basse peut très bien avoir des testicules de compète, mais c'est juste peut-être le cerveau qui a oublié d'envoyer l'ordre, enfin qui a cessé d'envoyer l'ordre. C'est pas oublié, hein, mon mot est mal trouvé, parce que si le cerveau n'envoie plus l'ordre, c'est qu'il a une raison de le faire. Et Mhm. c'est souvent, alors ça peut être une raison pathologique, c'est possible qu'il y ait un adénome hypophysaire qui fasse plein de prolactines qui coupent la communication effectivement avec les testicules ou avec les ovaires chez la femme, mais ça peut être des raisons protectrices. Un homme comme une femme, si ses gonades ne produisent plus d'hormones, c'est peut-être parce que il ne faut pas que cet homme ou cette femme continue à produire des hormones qui lui permettent de se reproduire, par exemple. Ça peut être le cas d'un déficit énergétique. Alors, c'est encore plus flagrant chez la femme, parce que la femme, ça lui coûte énormément d'énergie de se reproduire. Avouons que c'est beaucoup plus facile pour l'homme de se reproduire. Enfin, il n'a pas la grossesse à subir. Et donc, voilà. Mais ça peut arriver, on a quand même régulièrement des hommes en consultation qui ont ce qu'on appelle un hypogonadisme central, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui n'envoie plus la commande aux testicules, et les testicules sont tout à fait intègres. Ce ne sera pas la même prise en charge, parce qu'on comprend que dans ce deuxième cas, il faudra prendre en charge la cause du cerveau qui est parti en grève. Est-ce qu'il y a trop de prolactine? Est-ce qu'il y a un déficit énergétique? Est-ce qu'il y a trop de stress aussi? Un stress vraiment mal géré peut entraîner un hypogonadisme central. Et donc, on va aussi voir si c'est central ou périphérique. Et si c'est périphérique, effectivement, le message du cerveau est bien envoyé, mais pour une raison ou pour une autre, les testicules ne font pas leur job, n'arrivent pas à répondre à cette commande. Ou alors peut-être que les testicules produisent des hormones, hein, de la testo, mais qui est excessivement convertie en œstrogène. Vu qu'il y a une gynécomastie, c'est une piste possible pour cet homme-là. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire plusieurs dosages, mener une enquête, l'interroger sur son stress, sur ses apports caloriques, sur de nombreux paramètres et investiguer après la clinique sur ses dépenses physiques, hein, parce qu'un déficit énergétique, ça ne vient pas forcément d'un manque de calories, ça peut être aussi un excès de sport.
Et c'est vraiment cette enquête qui va nous amener, comme vous voyez, à 10 000 choses possibles, quoi. On peut être amené chez un homme qui a trop peu de testo à lui recommander de diminuer ses sucres, à lui recommander de faire plus de sport ou moins de sport, à lui recommander d'aller voir un médecin pour prendre une plante pour moduler sa prolactine. Enfin, on peut avoir plein d'actions vraiment très différentes. Et c'est là que c'est intéressant. Pas plus tard qu'hier, il y avait une question qui m'était posée dans le groupe DFM Formation, enfin, une question qui était posée à ChatGPT, un participant qui avait posé une question à ChatGPT. Il Oui, était surpris de la réponse parce qu'en fait, il avait demandé qu'est-ce qui est plus efficace pour un homme pour monter sa testo. Est-ce que c'est plus efficace de donner à un homme de l'ashwagandha ou un combo pregnénolone DHA pour monter la testo? ChatGPT avait dit que peut-être l'ashwagandha était plus intéressant en cas de stress. Ben oui, ce qui est intéressant, c'est de prendre en charge l'origine du problème. Mais l'ashwagandha ne sera efficace pour monter la testo que si le manque de testo est lié à un stress et que l'ashwagandha est la plante qu'il faut pour traiter ce type de stress. Vous voyez, ça fait beaucoup de si en fait. Donc oui, les études montrent que certaines plantes augmentent la testostérone, mais ça ne veut pas dire qu'elles augmentent la testostérone chez tous les hommes qui en manquent. Nous, on va s'intéresser à la cause pour pouvoir choisir la plante et les conseils micronutritionnels, nutritionnels et modes de vie qui vont avec la cause identifiée. Voilà. Bon, alors ce patient, tu l'as pris en charge. Tu as évidemment, comme tu l'as dit, essayé d'identifier une ou plusieurs causes possibles, mais il revient de voir, il a toujours des signes évidents de carence en testo. Et là, tu vas l'orienter vers Steph. Steph, comment tu vas prendre en charge ce patient? Alors, je réponds à une question qui passe. La ashwagandha, on dit fait baisser la testo. Non, non, ça le fait la fait monter surtout chez la femme, la DHA également, et un peu moins chez l'homme, ça la fait monter. Voilà, donc elle est adaptogène, ashwagandha pour le cortisol, mais pas pour la testo. Alors, ben, Mhm. en gros, voilà, donc il faut savoir qu'un testicule vieillissant qui arrive à 40, 45, 50 ans, comme je dis toujours, même avec une belle prière au bon Dieu ou à Allah ou au Dieu qu'on croit, ça va pas suffire à rétablir de nouveaux testicules fonctionnels. Et donc, il faut se dire qu'avec l'âge, ben voilà, on a vieillissement des testicules, comme les ovaires. C'est moins violent, peut-être moins violent chez l'homme, quoique j'ai des hommes qui ont des bouffées de chaleur, qui dépriment. C'est la cause première de la dépression chez l'homme depuis 45 ans, c'est le manque de testo. Première cause. Ils sont traités par antidépresseurs, hein, Prozac et Cipralex et autres, moi, la majorité. Et donc, ben de nouveau, on peut essayer de la phyto. Évidemment, il y a plusieurs plantes qui améliorent la testo, la libido, c'est souvent les mêmes plantes. Mais le problème, c'est que moi, bon, j'utilise le dosage sanguin qu'on utilise tous. Et on a un peu des normes. On sait par exemple qu'un homme qui fait 80 kilos doit avoir une testo idéalement au-dessus de 8000, sauf s'il est 80 kilos de gras, c'est pas le même. Il faut envisager son poids non gras. Ben évidemment, je vais prescrire la testostérone parce qu'il y a un risque d'infarctus, d'accident cardiovasculaire, de dégénérescence neuro, type Alzheimer, un risque d'ostéoporose, de perte musculaire, un risque, enfin, plein de risques augmentés. Et donc, comme le bien de mon patient, je veux qu'il essaie, je veux qu'il vive le plus longtemps possible, qu'il n'ait pas de cancer, qu'il n'ait pas de dépression, pas d'Alzheimer. Et donc, je lui prescris la testostérone, mais de nouveau, je suis très prudent. Si le patient est très gros, que je lui prescris la testostérone, que ce soit en gel ou en injectable, ben, je risque d'en faire une femme, puisque s'il convertit sa testo en oestrogène, je vais être délétère, je vais faire encore plus d'oestrogène, il va encore avoir des seins plus gros, une prostate plus grosse. Et donc, de nouveau, c'est du cas par cas, ça dépend s'il aromatise ou pas. Donc, l'aromatisation, c'est le fait de transférer sa testo en oestrogène. Et au plus on est gras, au plus on aromatise. Mais on peut également aromatiser parce que de naissance, on a des gènes qui font qu'on aromatise. C'était mon cas d'ailleurs. Et également, il y a une testostérone qui s'appelle la dihydrotesto. Donc la testo peut aller vers les oestrogènes ou vers l'hydrotesto. Et de nouveau, cette testostérone-là, qui est une super testo, peut être dangereuse pour la prostate, etc. Donc de nouveau, un cas n'est pas l'autre. Il n'y a pas une recette unique. C'est pas parce qu'un homme manque de testo que je lui en donne. Mais c'est clair que je veux arriver à un moment donné à ce que les symptômes de manque de testo disparaissent. Hein, un homme qui n'a pas de testo, il va pas avoir d'érection le matin, il va déprimer, il va être mou du cerveau, comme une femme qui manque de testo. Les mous du cerveau, ce sont des gens qui, suite au manque de testo, hommes ou femmes, ne savent pas se décider, ils changent d'avis, ils sont marchés sur les pieds, ils étaient le chef du couple, ils deviennent sous-chef du couple. Au boulot, ils sont marchés sur les pieds. Donc, ce sont des pertes de mémoire également. Donc, la testo est importante. Mais non, il n'y a pas que la testo, évidemment. Il y a aussi la DHA, que j'appelle la petite testo, qui ne vient pas des testicules, mais qui vient des surrénales, comme la femme. Et cette DHA, ben, elle est aussi très importante. Donc, alors, chez la femme, la testo
vient de la DHA, alors que chez l'homme, c'est une goutte d'eau, donc c'est très peu. Donc de Mm. nouveau, c'est au cas par cas. Est-ce que je répondu à la question? Mais oui, parfaitement comme toujours. Voilà. Ok. Mais un homme qui est sous testostérone, Oui. s'il veut faire un bébé, tu fais quoi? Quelles sont les options possibles? Alors voilà, eh ben, c'est un truc, je peux en parler, c'est un truc qui m'est arrivé il y a longtemps, puisqu'on voulait un deuxième gosse et ça marchait pas. J'ai fait un spermogramme qui a montré que j'avais une hypospermie et liée au fait que mon andropause a commencé, puisque j'avais 30, le petit de 40 ans. Et donc, j'ai simplement diminué un tout petit peu mon traitement par testogel transcutané. J'ai eu un tout petit peu. La LHFSH ont remonté, puis c'est reparti. Voilà. Donc, simplement pour que les personnes qui nous écoutent comprennent, en fait, on a dans le corps plein de rétrocontrôles. Donc, en gros, quand la testo va monter très fort, elle va aller couper les sécrétions hypophysaires de LH-FSH. Et donc, on va avoir une moindre stimulation de sécrétion de testo par le testicule, ce qui est normal, mais aussi des spermatozoïdes. La spermatogenèse va être moins efficace. Et donc, un homme qui est trop substitué en testo peut être infertile, mais c'est réversible. Vanessa, est-ce qu'on a des questions Oui, sur la prescription de ah, la testostérone, est-ce que tous les médecins peuvent la prescrire ou c'est réservé à certaines spécialités? Alors, tous les médecins peuvent le prescrire, il n'y a pas de souci. En France, je sais qu'il y a des difficultés avec, entre autres, l'androtardil, qui est l'énanthate de testo. Il y a un remboursement qui n'est obtenable que si c'est prescrit par un urologue, en fait. Le problème, c'est que si tous les hommes androposés français devaient aller chez l'urologue, il y aurait une liste d'attente de plusieurs années. Et donc, moi, j'en prescris cette testo donc en gel via des pharmacies belges, françaises, voire allemandes pour un dosage plus élevé. N'importe quel médecin peut le prescrire. Et pour les testos, donc, mais à un moment donné, le gel peut devenir insuffisant. Dès qu'on arrive à 3-4 doses de testogel 10% par jour pour avoir des taux de testo acceptables, et là, il y a peut-être indication de passer aux injectables. Et de nouveau, bon, est-ce que tout est une question de savoir ce qu'on veut? Est-ce que le patient, pour retrouver ses érections, sa libido, son moral, ça, il est prêt à dépenser, par exemple, 50-60 € par mois ou pas? Voilà. Donc c'est le prix non remboursé de ce genre de traitement. Après, juste pour préciser quand même, si on va chez un médecin en France et qu'on parle de ça pour avoir de la testo, bah, 9 chances sur 10 que vous n'en ayez pas. Et aussi parce que les médecins ne sont pas formés à la substitution hormonale en France Mm. ou ailleurs, hein, c'est pas que en mm. France, hein, ils sont pas formés à la substitution hormonale, ils ne connaissent pas. Et c'est vrai que du coup, je comprends que si j'étais médecin non formé en hormonaux, je prescrirais pas non plus de gel de testo à mon patient. Déjà, je trouverais ça bizarre sans connaître. Et en plus, il faut Mm. quand même maîtriser l'ensemble des hormones. C'est une préhormone qui peut avoir plusieurs devenirs. Il faut quand même savoir vers quoi ça va. Enfin, il faut savoir interpréter les analyses, la clinique, etc. Donc, c'est pas pour leur jeter la pierre non plus. Il faut aller du coup vers des médecins quand même qui sont formés en hormonologie fonctionnelle pour, je Et pense, avoir des bons conseils. j'aimerais préciser, parce que tout à l'heure, je voyais la même question pour la TSH. Les normes, ça je vais vraiment préciser, c'est que la colonne de droit des biologies, c'est des taux statistiques, c'est pas des taux de normalité. On me disait tout à l'heure, tiens, la T3 est normale, mais moi, une T3 normale, ça veut rien dire du tout. La T3 normale, j'ai des valeurs en tête, valeurs santé, qui ne sont pas du tout les valeurs reprises sur la colonne de droite. Même chose pour la testo. Si vous avez un homme de 40 kilos, un homme de 120 kilos, tout musclé, les taux de testo qu'on doit atteindre au niveau du sang ne sont pas du tout les mêmes. Donc la fourchette qu'on donne sur les biologies sont complètement débiles. Et Steph, est-ce que tu voudrais bien reprendre un petit peu les histoires de transformation de DHEA en testostérone? Tu as évoqué que c'était un peu différent chez l'homme ou chez la femme. Oui, voilà, donc chez la femme, il y a une production de DHEA qui a lieu dans les surrénales, mais également dans les ovaires. Et je dirais, il y a la DHEA se transforme, est suffisante que pour générer assez de testostérone chez la femme. Voilà. Alors que l'homme, il faut des taux de testo qui sont 20 fois plus élevés que chez la femme. La DHEA qui pourrait se convertir en testo chez l'homme est largement insuffisante que pour élever le taux de testo. Donc, ça veut dire que si tu donnes la DHEA à une femme qui manque de testo, ça va monter 9 fois sur 10, pas 10 fois sur 10, 9 fois sur 10. Alors que tu donnes de la DHEA à un homme qui manque de testo, ça ne va rien donner. Mhm. Voilà. Donc, comme quoi les hommes et les femmes, c'est quand même différent, quoi qu'on leur dise, enfin, quoi qu'on essaye de nous faire croire. Ok, merci. Alors, troisième objectif, comprendre que les hormones, ce n'est pas forcément à vie. Alors, Guenel, on va prendre ton cas personnel. Tu as souffert il y a quelques mois d'un Covid long.
tu as eu une fatigue extrême, des mucosités importantes, notamment au niveau ORL, qui pouvaient laisser suspecter une histaminose, des maux de tête également. Et toi, tu as vite compris que le Covid avait tapé là où tu étais la plus fragile, c'est-à-dire au niveau de tes surrénales, hein. Oui, c'est vrai qu'on entend dire que le Covid, il tape un peu n'importe où au hasard sur n'importe qui, mais en fait non, il tape enfin, il y a toujours des cas particuliers, mais souvent il tape un peu sur ce qui a été fragilisé quand même. On se rend bien compte, hein, quand on discute que c'est pas là par hasard et c'est vrai que, bah, ces dernières années, j'avais pas beaucoup levé le pied, je m'étais mis beaucoup de pression pour beaucoup de choses et cetera et je commençais à tirer un petit peu la patte et à flinguer un petit peu, mes surrénales. J'avais laissé des petits bouts semés à droite à gauche, des petits bouts de surrénal et il a fallu un petit Covid, pas bien méchant en plus, hein. Pendant le Covid, j'avais pas eu énormément de signes, bien costauds, mais par contre, je suis restée épuisée derrière. C'est les signes cliniques les plus impressionnants, c'était vraiment mes sécrétions de mucosité ultra importantes, vraiment, bronchiques, enfin ORL très, très importantes et puis, bah, j'avais aussi, bah, un peu d'hypotension orthostatique et pour la petite histoire, j'avais des envies de sel comme j'avais jamais eu de ma vie. C'était incroyable parce que vous savez, quand on manque de cortisol, on ne retient pas le sodium, donc on peut avoir besoin de plus de sel et parfois nos envies vont dans la bonne direction et donc je salais absolument tout et mes enfants commençaient à faire pareil. Je disais: «Mais non, mais arrêtez de saler tout». Ils me disaient: «Mais maman, toi tu sales tout, nous on va faire pareil». Je dis: «Bah non, moi j'ai une carence de sel, j'en ai besoin». Et pour la petite histoire, mes enfants m'ont demandé si j'avais aussi une carence de beurre, voilà. Donc c'est vrai que ça ne justifie pas absolument tout ce qu'on fait, mais en tout cas, là, je savais que c'était justifié. Et du coup, bah, comprenant ce qui m'arrivait, j'ai essayé plein de choses, hein. Déjà, bon, j'avais des signes d'histaminose, du coup, mes sécrétions bronchiques étaient beaucoup liées à l'histaminose induit par mon déficit de cortisol, hein. Le cortisol, c'est une hormone qui va stabiliser les mastocytes. Donc, quand on a un cortisol dans les chaussettes, les mastocytes peuvent sécréter beaucoup, enfin induire la sécrétion de beaucoup de mucus, hein. C'est pas les mastocytes qui sécrètent le mucus, mais l'histamine sécrétée par les mastocytes vont induire la production de mucus excessif. C'est ce qui m'est arrivé. Alors, du coup, j'ai essayé de prendre en ch et je savais que c'était à cause de mes surrénales, hein. La cause, c'était pas l'histaminose. L'histaminose était une conséquence de la fatigue surrénalienne, du manque de cortisol. Donc, ben, j'ai essayé ce que j'avais à ma disposition. Bien sûr, l'optimisation des biorhythmes, hein, qui est vraiment primordiale pour moi. Quand on est fatigué, quand on a une fatigue surrénalienne, il faut se lever à heure fixe tout le temps de façon très rigoureuse, s'exposer à la lumière directement, avoir une bonne chronobiologie alimentaire. J'ai, bien sûr, cohérence cardiaque, pris des plantes de type réglisse, gémocassie, extrait surrénalien. Enfin, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. J'avais pris de la DHEA, de la pregnénolone aussi et puis malheureusement, ça ne suffisait pas et ben, au bout d'un moment, je voyais bien que mon corps enfin, on est en danger, hein. Quand on manque de cortisol, c'est vraiment un red flag, hein. On est vraiment en danger. Déjà, je me disais: «Putain, la vie était fade, quoi». Je vivais en noir et blanc, quoi. C'était pas beau et je me dis: «Mais c'est ça, être dépressive, enfin, ou ne pas être bien» et je voyais bien que je comprenais comment des patients arrivaient à aller consulter des médecins, qu'on les met sous antidépresseurs, ce qui va absolument pas solutionner le problème à son origine. Mais c'est vrai que, bah, tout est fade, quoi. Et puis on se force pour tout, tout est très difficile, plus d'envie, quoi, plus d'envie. Bref. C'est triste, hein, ça arrive à Mmh. beaucoup de gens Ouais, c'est énormément vrai. Ouais, ouais. et donc voyant que ce que je faisais ne m'aidait pas suffisamment du tout et ben, j'ai appelé Steph et si j'ai appelé Steph, c'est que j'étais prête à faire ce qu'il allait me dire et je savais très bien ce Il qu'il allait allait te me proposer. proposer, quoi. Ouais, Steph. Steph, du coup Voilà, ouais. donc Gain avait essayé de se traiter en phyto. Il y a plein de plantes différentes qui soutiennent la surrénale. Rhodiola, ashwagandha, et il y en a plein d'autres qui ont un effet énergisant. Mais voilà, c'est ce que je prescris également en premier lieu. Maintenant, si j'ai quelqu'un qui est vraiment en burn-out ou après burn-out avancé, comme Gain c'était, comme c'était le cas pour Gainel, évidemment, je mets momentanément ou au plus long cours, ça dépend d'un cas à l'autre, de l'hydrocortisone, qui est le cortisol bioidentique. Donc le cortisol, hein, tout le monde diabolise ça comme le cholestérol. Or, sans cortisol, il n'y aurait personne devant moi ici, on serait tous morts. C'est l'hormone qui fait qu'on a de l'énergie du matin au soir, qui fait qu'on amène du glucose dans le sang. C'est l'hormone qui fait qu'on n'est pas en inflammation, qu'on a pas mal partout. C'est l'hormone qui fait également qu'on a une bonne immunité. Sans cortisol, pas d'immunité, trop. On n'a pas d'immunité non plus. Donc le cortisol a de multiples fonctions. Et également au niveau psychique, le cortisol a un effet très très important. Il en faut un peu, pas trop de nouveau. Il y en a trop, ça abîme le cerveau.
un bien en mémoire. Et donc, j'ai proposé à Guenel de prendre de l'hydro. Je crois que j'ai donné 10 milligrammes, 10 milligrammes, 5 milligrammes. Et alors, de nouveau, combien de temps? Je demande au patient dans les 48 heures de me dire comment ça évolue. Donc, c'est pas un traitement à prendre pendant des semaines. Alors, c'est immédiat, même en 24 heures parfois. Et puis, donc, je vois si le patient réagit bien. C'est un test thérapeutique. Donc, Mm. j'ai au patient, écoutez, cliniquement, voilà, vous avez tous les signes de. Tiens, votre biologie montre un cortisol normal parfois. Il n'est pas toujours bas, en effet. C'est l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui dysfonctionne. Il faut comprendre qu'on peut avoir un burn-out avec un cortisol normal, mais c'est une mauvaise réponse physiologique de l'axe. Et c'est ça qui désempare parfois les thérapeutes. Ils disent, mais mon cortisol il est normal. Je dis, mais je m'en fous de votre normal. Moi, c'est les signes cliniques. Vous avez 20-25 symptômes de manque de cortisol. Je sais que c'est ça le problème. Hein, on peut faire le cortisol salivaire, c'est bien plus précis. Et puis, je crois que Guen va expliquer ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi. Donc, Oui, tu as du pris, coup, oui, tu pris du 10 milligrammes, ouais. ouais, du coup, j'ai commencé avec la posologie que tu indiques, Steph, 10, Mm. 10 et 5. Ouais. Et c'était un peu trop pour moi, donc j'ai diminué vite fait. Mais déjà, avant de dire que c'était trop pour moi, je me suis sentie sauvée en 48 heures, quoi. Déjà, mes sécrétions de mucus avaient disparu, j'avais senti un gain d'énergie. Et quand je dis que le corps est en danger quand on manque de cortisol, c'est une réalité. Puisqu'on dit quand vous êtes fatigué, faites du sport, mais quand vous êtes en fatigue surrénalienne et quand vous avez plein de mucosité, vous ne pouvez pas hein, monter l'escalier. Je toussais comme une crevard arrivée en haut. Donc entre ce qu'on dit et ce qu'on peut vraiment faire, eh ben, il y a une réalité, quoi. Donc du coup, je me mettais en danger. Puis j'ai aussi un petit Hashimoto qui est en train de flamber parce que quand on manque de cortisol, il y a toute l'immunité qui dysfonctionne. Donc on se met en danger. Donc voilà, on dit attention, les hormones, c'est dangereux, mais en manquer, c'est ça qui est dangereux. Et si la substitution hormonale permet d'arriver à un équilibre hormonal optimal, et ben là, on est protégé. Et j'aurais pu commencer par vous dire aussi, si j'ai essayé d'abord de me traiter alors que je savais qu'en appelant un ami médecin fonctionnel, je pouvais avoir la pilule magique rapidement, c'est aussi parce que je pense qu'il y a des moments où ces états de fatigue doivent quand même nous informer, quoi. Quand on arrive à un burn-out, on n'arrive pas. Ok, j'avais eu un Covid, il y avait une étincelle qui avait allumé le feu. Mais quand même, quand on arrive dans des états comme ça, il faut quand même que ça nous renseigne sur des choses qui ne vont pas quand même. Je pense que c'est qu'on a un mode de vie, un fonctionnement qui n'est pas optimal, faut avoir un avant et un après. Il faut qu'il y ait des vrais changements fondamentaux qui s'opèrent, hein. Je pense que c'est important de ne pas aller trop vite, du coup, vers en gros la solution la plus facile et la plus efficace, parce qu'il faut quand même prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas pour avoir vraiment un avant, un après. Donc, Tu l'as pris combien de temps? bah, du coup, j'ai diminué progressivement, assez rapidement, parce que enfin, j'ai pris 25 milligrammes que pendant 2 jours. Après, je ne dormais pas bien, donc j'ai vite fait descendu. Tu prenais 10 milligrammes le matin, 5 milligrammes à midi Je et prenais 10. Alors, le premier jour, j'ai pris 10, 10 10, et 5, 5. mais vite Ouais, fait, après, j'ai un peu modéré très fort, ouais. rapidement. Et je suis restée à 15 milligrammes pendant pas mal de temps. Et le jour où j'ai voulu arrêter, en fait, voilà, moi, j'ai choisi d'arrêter d'abord le matin en me disant que je veux relancer le pic de production parce que vous savez que le cortisol est produit en grande quantité au réveil le matin. Donc, je me suis dit, bah tiens, plutôt que. C'est Mhm. celui-là qui nous fait le plus de bien souvent, mais j'avais envie de relancer ce pic de production physiologique. Donc, j'ai arrêté le matin et je prenais à midi pour m'aider à continuer le reste de la journée. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé de faire comme ça. Et puis maintenant, j'en prends plus du tout. Et je vais bien. Merci, Steph. Et Ouais, voilà, c'est encore une histoire de ça a l'air collaboration, de fort. savoir repérer les moments où il faut passer la main, quoi. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que je continue à me dire, faut pas que je reproduise les mêmes bêtises. Voilà, je pense que voilà, c'est important de se dire qu'il y a des messages clés qui doivent transpirer et qu'il faut écouter, quoi. Mais Stéphane, d'où vient cette peur de l'hydrocortisone là encore? C'est la crainte de bloquer les surrénales et qu'elle ne redémarre Alors, pas à l'arrêt du traitement chez les personnes évidemment qui n'en ont pas besoin il faut sur du long savoir que les terme. doses proscrites en médecine fonctionnelle ne sont pas bloquantes pour les surrénales. Ce pas les doses hospitalières. Moi, je vois en salle d'op des anesthésistes donner 100, 200 mg d'hydro. Nous, on donne pour une femme, je dirais max 25, un homme max 35, 40 mg peut-être, si nécessaire. Également, c'est des traitements qui doivent être, donc ça fait peur aux gens. Oui, le cortisol, ça va donner fonte musculaire, fonte osseuse, une bosse de bison, du diabète. Pas du tout, à ces doses-là, c'est impossible. Néanmoins, il faut avoir l'intelligence de savoir équilibrer ce cortisol. On peut en donner. Moi, je suis sous traitement 20 mg d'hydro tous les matins depuis mes 45 ans, j'en ai 64, mais j'ai une bonne DHEA.
contre C'est j'ai ça. une bonne vitamine D, Tu j'ai une bonne vérifies la K2 DHEA. et j'ai Ouais. une bonne testo. Donc, on ne peut pas donner du cortisol à forte dose, ici, petite dose, longtemps, sans effet secondaire. Il faut que les androgènes soient là pour équilibrer le cortisol. Alors, de nouveau, pour la longueur, combien de temps il faut donner ça? Mais ça dépend d'une personne à l'autre. Si vous avez une personne qui a 50, 60 ans, dont les surrénales sont hachées, sont en grande partie, ben, ce sera toute sa vie. Moi, perso, si j'arrête mes 20 grammes d'hydro le matin, je ne vis plus. Parce que mes surrénales, de nouveau, à la prière au bon Dieu, il veut pas, il veut me le laisser tel quel et je dois faire avec. Mais il y a pas mal de personnes, les mettre d'un peu d'hydro momentanément, ça permet aux surrénales de souffler, de se reconstituer. Ouf, je récupère là de tout ce stress que je viens d'avoir et puis ça repart. Mais disons, il y a une question d'âge également. Et c'est Vanessa, intéressant ce que tu dis, oui, Steph, pardon. parce que tu parles effectivement de DHEA. Alors, on n'a peut-être pas expliqué pour tout le monde qu'effectivement, Mm. la DHEA, quand on a du stress de manière physiologique, un stress encore bien géré, on va produire du cortisol pour faire face à ce stress et on va en parallèle produire de la DHEA pour contrebalancer les effets potentiellement délétères du cortisol. Parce que le cortisol est catabolique, il va casser l'os, casser le muscle. Et la DHEA est anabolique, va protéger de cet effet-là. Donc, quand tout est physiologique, ça se passe comme ça. Mais donc, c'est vrai que souvent, comme tu dis, Véronique, on a peur de l'hydrocortisone. Des médecins qui ne sont pas formés effectivement à cette substitution physiologique auront peur de l'hydrocortisone. Ces mêmes médecins, parfois, donnent des grandes doses d'hydrocortisone chez les patients qui ont des maladies inflammatoires chroniques, sans DHEA pour le coup. Eux, ils sont vraiment en Exactement. danger. Mais c'est parce Ouais. qu'on ne leur a pas dit, c'est pas dans les guidelines. Encore une fois, c'est pas de leur faute. Moi, je connais des personnes qui sont greffées, qui ont de l'hydrocortisone aussi, en plus des immunosuppresseurs, et qui n'ont pas de DHEA. C'est des gens aussi qui ont un vieillissement prématuré, qui ont une hypofertilité, qui sont vraiment beaucoup moins bien. La DHEA est aussi neuroprotectrice, donc effectivement, tout Alors, devrait s'opérer dans un équilibre. alors, une minute, un cas clinique qui est le mien. Il y a 25-30 ans, je suis dans le TGV. Et je vais donner une conférence au Palais des Congrès à Paris, je suis en ORL, et je sais que je vais avoir devant moi 700 ou 800 collègues, et je suis un peu stressé. Je n'ai pas tellement l'habitude de parler en public, c'était assez rare. Et dans le TGV, j'essaie de réviser ma conf, j'essaie de lire un article, et j'y arrive pas. C'est-à-dire que je visualise l'article, ça rentre dans le cerveau, ça ressort par les oreilles, en fait, Ouais, j'arrive ça pas à n'imprime imprimer, pas. Ouais. ça n'imprime pas. Et je réfléchis, je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Je dis, en effet, depuis une semaine, je ne marre plus. Je suis pas sorti ce week-end. Je suis pas sorti boire un verre. J'ai pas envie, enfin, j'ai envie de rien, quoi, hein, comme Gaël le disait tout à l'heure. Euh, Libido nul depuis une semaine. Et donc, j'ai dit, merde, je suis en train de faire un burn-out là. Et donc, je suis sorti du TGV, Gare du Nord, mon hôtel près du Palais des Congrès. Je suis dans une pharmacie, acheter de l'hydrocortisone en France, c'est 10 milligrammes, chez nous, c'est 20 milligrammes. Et j'ai pris 4 comprimés, donc 40 milligrammes en une fois. J'en ai repris 20 milligrammes 2 heures après. Et c'était terminé, tout était résolu. J'étais de nouveau bien comme avant. Et puis évidemment, après, il fallait gérer la cause du problème. La cause, c'était le stress. Je travaillais, dormais pas assez. Voilà. Donc, il faut évidemment gérer la cause. C'est pas que l'hydro Mm. qu'on sauve vie, ça aide. Mais il Ça y a aide, le mais ça ne reste. doit pas empêcher d'aller rechercher la cause, de changer son mode de Exactement. vie, son Exactement. alimentation, etc. Oui. Vanessa, est-ce qu'il y a encore une ou Oui, deux mais questions? justement, que se passerait-il si tu mets quelqu'un sous hydrocortisone et qu'il n'y a aucun changement mis en place en termes d'hygiène de vie? Est-ce que Mais, c'est dangereux de le laisser sous hydro au long cours? mais dangereux, non, pour autant que les androgènes et les hormones anaboliques, comme la vitamine, n'est plus une vitamine, hein, c'est une hormone, hein, stéroïde. Donc, Hmm. faut savoir que ça, vitamine D, DHA, ça soit bonne, donc il n'y a pas de danger. Chez une femme, il faut aller plus loin. Et aussi que cette DHA, cette testo, soit équilibrée par les oestrogènes, qui doivent être équilibrés par la progestérone. Donc, c'est toute une cascade qu'il faut optimaliser. Maintenant, l'hygiène de vie, ben oui, si le patient persiste dans son stress intense, non physiologique, qui est destructeur, évidemment, c'est pas la solution définitive. Évidemment, l'hygiène de vie, moi, mes patients, où ils mangent bien, ou c'est plus mes patients, je le dis sans arrêt. Donc, un patient qui bouffe le matin des viennoiseries, du pain, un bol d'avoine ou des céréales le matin, c'est plus mon patient. C'est pas comme ça qu'on nourrit son corps, évidemment. Donc, c'est vrai que l'hygiène de vie est très importante. Les hormones dépendent des protéines à gérer. Donc, si on mange le matin une tartine, si on mange le matin, le midi une salade et si on mange rien le soir, comment peuvent être produites les hormones peptidiques? C'est pas possible. Donc, il faut que le patient accepte d'arrêter de manger des toxiques comme le lait de vache, les édulcorants, etc. et qu'il accepte de manger comme un être humain, c'est des protéines et des aliments sains, le moins transformés possible, le plus vivant possible.
Ok. Et là, on a parlé de gens qui avaient des besoins un petit peu aigus. Si quelqu'un est vraiment burn-out depuis très longtemps, est-ce qu'il est toujours temps de réfléchir à la mise sous hydrocortisone avec tous les restes dont on a parlé? Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 5 ans, je suis en train d'assister à une conférence pour une dizaine de nutris en Belgique par un professeur et le thème, c'est le burn-out. Et puis, ce collègue que j'apprécie beaucoup, on va encore faire une conférence ensemble bientôt, il dit, voilà, il donne tout son traitement de la prise en charge du burn-out. Et puis, je dis, tiens, tes patients, tu les guéris en moyenne au bout de combien de temps? Ben, il me dit, bah, c'est quand même des mois. Et moi, si je te disais que je les guéris en 2 jours ou 3 jours du burn-out, il me dit, comment tu fais? Ben, je dis, écoute, incidence sur une alien hypothalamique hypophysaire, voilà, je mets sous hydro, je fais ci, en 48 heures en moyenne, 36 heures, ça va beaucoup mieux. Oui, c'est comme si tu donnais de la cocaïne à tes patients, mais ça n'a rien à voir. Et maintenant, cette même personne qui, fort heureusement, ma ligne a évolué, il prescrit de l'hydro, il prescrit de la DHA, ce qu'il ne faisait pas il y a 5 ans. Voilà. Ok. Donc, comme quoi, il Et faut savoir revenir sur ses croyances. voilà. Pour les personnes qui ont réussi à arrêter comme Guéna, est-ce qu'on imagine faire un test au synactène, par exemple, avant, ou c'est la clinique qui sert de Vraiment, marqueur? il faut oublier ce test. Non, c'est vraiment la clinique qui est importante. Ok. Vraiment. Alors, on va passer au dernier objectif, hein, parce que c'est vrai que le temps passe. Assurer un bon suivi du patient sous un traitement hormonal substitutif. Donc, prenons le cas d'une patiente ménopausée qui est sous THS et qui te confie, Guéna, qu'elle a souvent des tensions dans les seins et qu'elle est facilement irritable. Elle pense que c'est normal. Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Bah que non, c'est pas normal. C'est pas Comme normal. d'ailleurs, si elle n'était pas sous substitution hormonale, hein, rappelons qu'une femme en activité génitale qui n'a pas de substitution hormonale, qui a mal au sein, qui a mal au ventre pendant ses règles, c'est Ah courant, non. c'est fréquent, mais ça n'en fait pas quelque chose de normal et de banalisable pour autant. C'est des indicateurs qu'il y a un déséquilibre hormonal, que ce déséquilibre soit d'origine endogène lié à des sécrétions hormonales déséquilibrées ou qui soit substitué, il n'est pas normal, il est à écouter et à prendre en charge. Et c'est tout le job d'un médecin fonctionnel. Et c'est là, encore une fois, qu'on se dit qu'avec une consultation de médecine générale payée 25 euros la séance, c'est pas possible de faire un bon job. Quand un médecin substitue une patiente, il doit lui expliquer plein de choses. Les voies d'administration des différentes hormones, pourquoi prendre plutôt la progestérone le soir, les oestrogènes plutôt le matin, comment apprendre à adapter son traitement en termes de quantité, parce que toutes les femmes n'ont pas les mêmes besoins. Steph parlait du thermostat pour la thyroïde, bah, c'est pareil, on a toute une sensibilité aux hormones qui est différente, on a toutes vécu aussi avec une imprégnation hormonale différente pendant notre vie fertile. Eh bien, une femme peut être hypersensible aux oestrogènes, résistante à la progestérone. À ce moment-là, il faudra qu'elle prenne moins d'oestrogènes et peut-être plus ou peut-être plus de progestérone. Il faut adapter son traitement et on comprend bien que quand les deux sont dans le même comprimé, c'est pas possible et qu'en plus c'est par voie orale, c'est pas bon non plus. Mais du coup, il faut lui apprendre effectivement que c'est qu'elle prend trop d'oestrogènes ou pas assez de progestérone ou qu'elle détoxique mal ses oestrogènes ou qu'elle est trop sensible. Mais il y a un truc à faire effectivement. Oui, alors je pourrais ajouter que pour moi, une femme qui a mal au sein tous les mois, avant ses règles, donc rétention d'eau ou rétention d'eau les seins, si, d'autant plus si y a un syndrome prémenstruel psychologique avec manque de GABA, énervé, stressé, dépressif et ça, c'est une urgence médicale. En effet, des seins qui font mal tous les mois, c'est des seins qui vont probablement se cancériser plus tard. Et malheureusement, j'ai beaucoup de patientes qui viennent et leur médecin leur a dit, c'est vos hormones, madame, quand vous serez ménopausée, ça va passer. Ben, ils ont raison, ça va passer. Ça va passer avec un cancer du sein qui sera déjà là, qui va se développer. Et donc, ça peut signifier un manque de projet. Donc, les deux hormones en fin de cycle, après le pic ovulatoire, se cassent la figure en même temps et puis les règles arrivent. Ça, c'est la théorie, mais dans la moitié des cas, quasiment, ça ne se passe pas comme ça. La patiente garde des taux d'oestrogène plus élevés que la progestérone et ce syndrome a lieu. Donc, les oestrogènes retiennent l'eau, la progestérone est diurétique. Et donc, il peut s'agir d'un manque de progestérone, d'un excès d'œstrogène, mais aussi au niveau du foie. Donc, génétiquement, on a tous des voies de destruction des oestrogènes différentes. Et certaines vont détruire leurs oestrogènes vers des voies pro-cancérigènes. C'est-à-dire, souvent, dans ces familles-là, on a des cancers de la prostate, cancer du sein, chez maman, grand-maman, la sœur, etc. Et donc, il faut être très, très vigilant à l'histoire familiale de cancer du sein ou de cancer de la prostate. Et il y a même des tests sanguins qu'on peut faire pour savoir si la patiente détoxique mal ses oestrogènes. Et on a des plantes maintenant qui marchent du tonnerre pour couper cette voie-là. Donc on peut prévenir, on peut supprimer le syndrome prémenstruel
on peut le faire, mais c'est pas toujours l'excès d'œstrogène ou le manque de progestérone. C'est parfois le foie ou parfois l'inflammation de bas grade. Donc il y a des tas de causes que Ganel d'ailleurs donc décrit superbement bien dans son bouquin sur le cycle féminin. Ce bouquin est une mine d'or. Et en préménopause, tu peux commencer à donner de la progestérone quand il y a des signes justement Évidemment, d'un évidemment, déséquilibre. évidemment. Alors, je prends un Mais cas tu donnes bête. sur tout le cycle ou parce que ces femmes ont encore des cycles, donc La progestérone, physiologiquement, elle monte en fin de cycle. C'est là où on peut avoir Mhm. un manque. Mais certaines femmes qui manquent de GABA, donc qui ont un mauvais sommeil, pas par manque de mélatonine, elles rêvent, mais parce qu'elles sont énervées la nuit, elles Oui, pensent elles se réveillent la nuit, elles ruminent. alors elles ont intérêt à mettre la progestérone également en début de cycle, mais à dose moindre. Mais non, si la femme veut être enceinte, elle a un désir de grossesse, on peut, par cette projection en début de cycle, on peut malheureusement favoriser une mauvaise ovulation. C'est pour ça que je Donc te ça, pose la question. on changera la prise en charge à ce moment-là. Mais c'est clair que la progestérone peut être donnée en début de cycle. Et jamais des patientes qui le réclament, elles me disent, vous savez, depuis que vous m'avez donné la progestérone en deuxième partie de cycle, qu'est-ce que je reviens, qu'est-ce que je Ah suis ben cool? oui, hein. Est-ce que je peux la prendre en début de cycle? Ben, je dis oui, Ou je le alors, veux. on peut donner une plante GABAergique en début de cycle pour ne pas Exactement. bloquer l'ovulation et garder Population, la Tout à fait. progestérone après l'ovulation. Tout Parce à que fait. rappelons que la bonne ovulation, c'est pas que pour avoir un bébé, c'est aussi pour être en Ouais. bonne pour être santé, en hein. bonne santé, D'ailleurs, ben oui. il y a des études qui montrent que votre assureur devrait vous demander, avant de vous assurer, si vous wonder-ovulez, parce qu'il a été Ouais. démontré qu'on avait beaucoup plus de risques cardiovasculaires si on avait des cycles dysovulatoires. Donc, c'est à chaque bonne ovulation, c'est comme si on crée un capital santé pour l'avenir, hein. C'est pas pendant la vie fertile, c'est après qu'on fait le pépin cardiovasculaire, mais c'est corrélé au nombre de bons cycles physiologiques qu'on peut avoir. Alors, Et pour illustrer ça, petite anecdote personnelle. Ma fille, quand elle a eu, je crois, 11 ou 12 ans, donc ses premières règles, douloureuses, l'enfer, l'enfer. Moi, comme un con, j'ai fait quoi à l'époque? J'ai mis sous pilule. Alors, c'est vrai que ça a résolu le problème, mais avec les connaissances que j'ai maintenant, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû la mettre sous progestérone Mhm. ou équivalent. Ouais. Et s'il y a des saignements chez ces personnes qui sont sous traitement hormonal substitutif, est-ce que Mais oui, disons que les saignements abondants, tout comme les règles douloureuses, sont souvent liés à un manque de progestérone en fin de cycle. Tout à fait. Oui, mais chez les femmes qui sont ménopausées et qui sont sous traitement hormonal substitutif et qui a des petits saignements, Ah, mais qu'est-ce que c'est une mauvaise balance, c'est-à-dire que le problème, encore, ouais. c'est l'épaisseur de la muqueuse utérine. Donc, quand on donne des oestrogènes, la muqueuse utérine s'épaissit, comme chez une femme en âge en préménopause. Et ça peut saigner quand il y a trop de muqueuse dans l'utérus, des Mhm. polypes, ça peut saigner. Donc, c'est pour ça qu'on va faire parfois des curetages. Mais également, problème, c'est que s'il n'y en a pas assez, ça peut saigner aussi. Quand la muqueuse est trop fine, elle peut saigner. Donc, et là, moi, je préconise dans ces cas-là, il y a certains gynécos sont à fond d'accord avec ça, c'est de faire une échographie Bien sûr, de de la- l'utérus et on voit l'épaisseur de la muqueuse, on sait gérer le traitement. Vanessa, est-ce qu'on a des questions? Oui, alors j'ai oublié que c'était pas à moi de répondre. Donc, comme j'adore l'hormono, sur nous, j'ai répondu malgré moi. Donc, je donne juste là à tout le monde mes Mais, réponses. mais tu as le droit, tu sais. Oui, j'ai le droit, je suis. Tu as le droit. Non, mais Voilà qu'il faut quelqu'un se poser les questions. demandait si l'hydrocortisone était sur prescription médicale. Donc, j'ai dit oui, et idem pour la DHEA par rapport à la France. Donc, c'est ça ce que j'ai dit. Mais on peut quand même rebondir sur la DHEA parce que est-ce qu'on va supplémenter en DHEA sur la base de signes cliniques ou parce qu'on a un dosage biologique qui nous dit que la personne est en carence? Alors, en gros, moi, je reçois une patiente, ou même un patient qui a des symptômes cliniques, surtout la femme, la peau se fripe, vieillissement prématuré, on a le floppy floppa qui s'installe au niveau des muscles, on a également perte de pilosité au niveau des aisselles, ça. La patiente vient, première consultation, elle a 50 ans, elle n'a pas de DHEA, eh bien, en attendant la biologie, je lui donne la DHEA par exemple 35 mg. Et puis avec la biologie, je lui dis bien de prendre sa DHEA le soir du matin, le jour d'avant. Je vais à ce moment-là régler plus finement la DHEA. Mais souvent, la patiente me bénit. Elle me dit, écoutez, c'est génial. Là, vous m'avez vu il y a 2 mois, depuis que je prends cette DHEA, quelle énergie. Ma peau s'épaissit. Au niveau gynéco, génial. Mon moral, j'ai plus d'énergie, mon moral est bon, ma mémoire revient. Enfin, là, la patiente décrit plein de... Le gras de mon ventre commence à disparaître. Donc, la patiente voit déjà le bénéfice. Et puis, moi, je vais optimaliser avec la biologie parce que je sais que je ne peux pas mettre ces DHEA constamment si je ne règle pas son problème d'œstrogène que je dois balancer avec la progestérone. Voilà. Mhm. Donc, mais je peux me permettre en DHEA de donner ça sans dosage biologique. Je ne le ferai pas ni avec les oestrogènes
mais je le fais aussi avec la progestérone. En passant au prémenstruel, j'ai pas de biologie, ben, je fais déjà un test thérapeutique. Tiens, prenez un peu la progestérone donc en deuxième partie de cycle, dès l'ovulation, suivez la santé, puis on en reparle. Et est-ce que, donc parce qu'il existe de la DHEA en crème, est-ce que ça a vraiment ça marche Oui. bien ou c'est Ben, plutôt féroce je- quand même? je n'utilise pas, mais ça existe tout à fait. Alors, la progestérone également, on peut prendre la Ouais. progestérone peut être On prise a en on a des bouche, questions là-dessus, justement, sur la en, int- en, progestérone. en intravaginal, et elle peut être prendre en transcutané. Alors, transcutané, c'est génial, mais il faut de énormes doses. Alors, encore cette semaine, j'ai dû passer une patiente à 6 doses par jour de progestérone transcutanée parce qu'elle est passée avec 4. Ça coûte cher, donc voilà, mais si la patiente a les moyens, qu'elle préfère la transcutanée, je lui donne. Et sinon, ben, soit par la bouche, soit par l'intravaginal, s'il y a trop de GABA, il y a trop de sédation le matin. Ok. Et il y avait une question justement sur même en pérose, la prise de progestérone au sujet de l'utrogestan qui n'était pas forcément très bien tolérée. Alors, il peut être mal toléré pour des raisons toutes simples, c'est que certaines patientes ont visiblement la faculté de transformer leur utrogestan en œstrogène. Donc, on peut aggraver l'hyperœstrogénie. À ce moment-là, on passe à un bioidentique, qui est la dihydrogestérone, qui est le Dufaston. En général, ça se passe très très bien. Hmm. Ok. Et l'avantage du Strogestan par exemple, du Faston, c'est que le Strogestan monte la GABA. Donc, la patiente qui était énervée, stressée, dans le mal, elle va dormir comme un petit bébé avec son Strogestan. Et autant, je voulais rajouter que autant de manière physiologique, sans substitution hormonale, les déséquilibres œstroprogestéroniques chez la femme en activité ovarienne sont toujours dans le même sens. C'est toujours un excès d'œstrogène par rapport à la progestérone, relatif ou réel. Mais autant quand il y a une substitution hormonale, il est possible d'avoir un excès de prise de progestérone par rapport aux oestrogènes. Et à ce moment-là, Ouais. la femme aura l'impression de mal tolérer son progestan, mais c'est parce qu'elle en prend trop ou pas assez d'oestrogène et elle pourra être un peu vaseuse, confuse, parce que là, il y aura trop d'activité GABA et le GABA, c'est le neuromodulateur, donc c'est un peu ils sont un peu trop neuromodulés, quoi. Voilà. Après, je me permets une petite remarque parce que c'est vraiment hyper compliqué l'hormono et vraiment notamment l'équilibre œstroprogestatif. Et il y a plein de situations évoquées auxquelles là on peut pas répondre parce que c'est vraiment des cas particuliers et c'est impossible d'avoir une réponse sans connaître le contexte global en fait, hein. Oui, on ne peut pas faire de consultation là, direct. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Vanessa, encore qui te parlent? Bah là, c'était plus d'une manière générale. Alors, il y a quand même pas mal de gens qui se demandent comment contacter des médecins formés en hormonaux, où est-ce qu'on peut trouver leurs coordonnées dans les pays francophones, hein, France, Belgique, Suisse, Luxembourg. Alors, je vais déjà répondre à côté, Steph, tu pourras compléter. Moi, j'avais vraiment à cœur, quand j'ai écrit mon livre, de parler à la femme en général. Et donc, à cette occasion, je voulais vraiment créer une liste de praticiens formés, euh, accessibles pour mes lecteurs, qui pourraient trouver des praticiens ou médecins ou non médecins, tous formés en hormonologie. Heu et j'ai été arrêtée dans mon élan parce qu'en fait, on se rend compte que faire des listes, c'est aussi exposer les praticiens, à des risques de plainte, d'exercice illégal de la médecine ou des risques d'ennui. Voilà, donc finalement, à mon grand désespoir, je pensais aider mes lecteurs et mes participants de formation à aussi développer leur activité et en fait, j'allais, me tirer une balle dans le pied et pareil pour mes participants. Donc aujourd'hui, on en est là malheureusement. Donc nous, chez DFM, on ne diffusera pas de liste de praticiens pour protéger notre organisme de formation, mais aussi nos praticiens en fait. Et puis après aussi, on s'engage du coup en donnant un nom, on s'engage à quelque chose qu'on ne peut pas gérer. On ne sait pas finalement si les gens ont fait les formations, est-ce qu'ils sont compétents, est-ce qu'ils pratiquent bien, est-ce qu'ils ont bien suivi la formation, est-ce qu'ils font pas n'importe quoi. C'est vrai que ça nous engage un petit peu. Donc, ça fait des années hein, que je cherche à réfléchir, mais on n'a pas de liste aujourd'hui, on n'en fera pas. Deuxième question qui va un peu dans ce sens-là, auquel on discute régulièrement, c'est comment collaborer quand on est praticien non médecin. Vous êtes nombreux, praticiens non médecins, à vouloir collaborer avec des médecins fonctionnels et à nous dire il faut que vous nous mettiez en contact. Mais c'est pareil, ça c'est quelque chose de très délicat et donc ça fait longtemps que j'essaye de me réunir avec des médecins, des non-médecins, à recueillir les besoins de chacun, des patients également, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut bien collaborer parce qu'il y a des problèmes qui se posent. Il y a à la fois des non-médecins qui veulent simplement trouver des médecins pour tamponner une prescription et ça c'est totalement irrespectueux. Les Bon, médecins ne sont pas là pour foutre un tampon sur une ordonnance et vraiment, je suis en colère contre certains participants
qui attendent ça des médecins avec qui je les mets en contact. Ça me met vraiment en boule. Et à l'inverse, des fois, il y a des médecins, malheureusement aussi, qui récupèrent des patients de non-médecins et qui après leur disent ne retournez pas voir le non-médecin, vous continuez avec moi, ça sera mieux. Donc c'est vrai que ça, c'est de la mauvaise collaboration. Je pense qu'on est d'accord, ça ne s'appelle pas une collaboration, ça s'appelle du profit ou je ne sais quoi. Donc on avait commencé à monter un peu une charte de bonne conduite, de bonne collaboration entre médecins et non-médecins. Et en fait, on se rend compte que c'est extrêmement difficile parce que c'est très individu dépendant. Et donc, des fois, on a pu mettre en contact certaines personnes avec qui ça n'a pas marché. Tout le monde a été déçu, le patient, le médecin, le non-médecin, parce qu'en fait, ça ne répondait pas à leurs attentes. Donc, on se rend compte que c'est très difficile, très, très difficile. Et finalement, après des discussions pendant des mois, voire des années, Bruno m'a révélé la vraie, seule bonne solution. C'est qu'il m'a dit, de toute façon, une bonne collaboration, ça commence par une belle rencontre. Et je pense qu'effectivement, ça résume absolument tout. Et je repensais à tous les fois où j'ai mis des gens en contact et que ça n'a pas matché. En fait, je m'étais dit, mais ces gens-là, si c'était rencontrés avant, ils n'auraient pas pu se piffrer, ça n'aurait pas collé et ils ne se seraient pas envoyés des patients mutuellement. Ils se seraient rendus compte qu'ils n'avaient pas une façon de travailler similaire, les mêmes attentes, un état d'esprit similaire, etc. Donc, ils ne se seraient pas envoyés leurs patients. Donc, finalement, aujourd'hui, je pense qu'on en est là. Pour bien collaborer, il faut se connaître, il faut se rencontrer. Et puis Vanessa Amonio, donc, qui est ici, hein, qui nous reporte vos questions, c'est un bel exemple aussi de belle collaboration, puisqu'en fait, Vanessa fait partie d'un groupe de praticiennes, les Hormono Queens. Retenez bien, Hormono Queens. Qui Queens. se sont Queens, pardon. Ils sont plusieurs reines. Donc, elles sont à 6. Il y a 5 non-médecins et une médecin. Et elles se connaissent très bien parce qu'elles ont fait un groupe WhatsApp où elles s'écrivent quasiment quotidiennement. Elles sont passionnées d'hormonaux, donc elles échangent sur plein de cas cliniques, elles avancent ensemble, elles évoluent ensemble, elles ont fait les mêmes formations, elles ont le même niveau de compétence. Donc là, c'est une belle collaboration parce qu'elles se connaissent très bien. Et puis donc les 5 non-médecins, tu peux prendre la parole, hein, Vanessa, je pense que tu en parleras mieux que moi. Ben, c'est-à-dire qu'on a la même façon de travailler, on a la même vision, je pense, de la médecine fonctionnelle et de l'hormonologie, ce qui fait que quand une de mes collègues me demande, a besoin d'une prise en charge médicale, je suis déjà assurée que tout a été revu, la nutrition, l'équilibre, enfin, et tout a été hyper optimisé et c'est un gain de temps pour la patiente ou le patient, parce que moi, je ne vais pas reprendre toute l'histoire. Si ma collègue peut me faire une transmission et elles m'en font des très concises, des très très claires, donc c'est très simple en fait pour moi. Et ça me sécurise aussi, puisqu'en fait, en tant que médecin, eh bien, quand il y a notre nom tamponné justement en bas d'une prescription, ça engage notre responsabilité. Donc, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, pour le thérapeute non médical, pour le patient, pour nous. Mais c'est vrai que, on a appris à se connaître et on se connaît sur le bout des doigts, dans toutes nos démarches. Il y a Tandis Guillaume Un qui... qu'effectivement, dit à quand les Hormono Ouais, Kings? il y a Guillaume qui nous dit à quand les Hormonokings. Bah, Guillaume, allez-y, hein. C'est open, hein, enfin pas notre groupe, mais on veut bien qu'il y ait un groupe d'Hormono Kings et on fera un meeting après. Ben ouais, il pourrait y avoir des mais crossovers, c'est tu vrai vois, que c'est passionnant. Et puis derrière ça, il y a aussi des belles amitiés qui se créent, des belles rencontres et c'est des belles aventures. Mais c'est vrai que pour ça, du coup, Guillaume, faut venir au présentiel. Je pense qu'il y a des liens, des contacts comme ça qui sont favorisés pendant les rencontres en présentiel. C'est pas toujours facile, je sais qu'on a chacun nos contraintes, mais qu'on avait pas. on observe, nous, chez DFM, quand même, que quand les gens viennent en présentiel, il y a des choses qui se créent et ça, c'est beau aussi à voir. Bah, toi, Steph, aussi, tu collabores, hein, tu Je peux nous confirme, raconter j'ai un peu. quelques nutris autour de moi avec qui je travaille très régulièrement, puisque je vois leurs patients, j'en vois 5, 6, 7, 10 par semaine. Donc, elles me laissent la partie hormonaux. Elles ont déjà fait tout le boulot pour la flore, la micronute, tout est impeccable. Elles me font un petit rapport de consultation. Comme ça, je lis le dossier du patient en 2 minutes et pas, elles ne donnent pas un bottin de téléphone avec tous les anciens résultats qui me demanderaient 2 heures de lecture. Et puis, elles me mettent des hypothèses de prise en charge en me disant, tiens, je crois que chez elle, œstrogène, une dose, ceci, cela serait indiqué. Je réinterroge le patient, je revois sa biologie et je confirme ou pas le traitement proposé. Donc ça prend 20, 25 minutes, 30 minutes parfois.
donc c'est rapide, mais ça demande à bien connaître les gens qui on travaille. Alors, j'ai de temps en temps des thérapeutes comme Genaël, comme Pinar Ortolan, et ça, qui m'envoient l'un ou l'autre patient compliqué. Et bon, on fonctionne super bien. Voilà, Christian Boyer aussi, qui m'envoie des patients hormonaux. Moi, je lui envoie des patients aussi beaux pour lesquels je ne m'en sors pas. Donc, il faut collaborer, quoi. Mais de nouveau, on fonctionne comme ça. Il faut vraiment un résumé. Donc, voilà. Et mon équipe, Et le facteur humain est important, comme le disait Guénaël. c'est clair, c'est Et là, clair. c'est d'abord une rencontre et affinité. Voilà. Ouais. Ici, plus Ça, si c'est un affinité. certain engagement aussi, hein, ça prend un petit peu de temps de bien collaborer, mais c'est passionnant et puis on apprend beaucoup, on se forme et une belle collaboration, ça se mérite. Ouais. Mm. Bon, Léna, bah, la petite minute marketing, ton livre serait-il disponible sous format Kindle puisqu'on a une personne qui n'est pas en Europe et c'est compliqué de le faire parvenir aux Oui. États-Unis? Oui, vous pouvez le trouver en format électronique, tout à fait, oui. Alors, ah il bon, a été bah, en rupture de stock pendant très longtemps, enfin, pas le format Kindle, mais le livre a été en rupture de stock pendant 3 mois, c'était très compliqué. Normalement, il est de nouveau accessible, on peut de nouveau l'acheter en format papier, et puis en Kindle, c'est toujours OK. Mm. merci Merci. à tous les hormono queens et tous les hormono queens, ou en tout cas les futurs hormono queens et kings qui nous ont suivis. Vous avez été très nombreux, vous avez été très, très réactifs, vous avez beaucoup participé. Donc, vraiment, merci à tous. Merci à toi, Genaël. Merci à toi, Steph. À toi, Vanessa aussi. Et à Elisa qui s'est occupée de toute la partie technique. À Bruno aussi, qui n'était pas très loin. Donc, je pense que j'ai oublié personne, hein, Genaël. Bah, toi, tu t'es même pas présentée, je suis en train de me dire ça aussi. Oui. Véronique Mounier, hein, voilà. Véronique Mounier, qui est pharmacien, praticien en micronutrition et journaliste, qui fait de la télé également et qui est aussi une belle amie et C'est qui toujours un nous plaisir soutient beaucoup. de vous accompagner ce soir encore. C'est avec grand Merci plaisir. beaucoup. Merci à Et tous. Elisa, grand merci aussi Une belle pour fin, cette ouais, gestion. une belle fin de soirée à tous et merci à Elisa qui est dans les coulisses, qu'on ne voit pas mais qui est là. Au revoir à Merci tous. beaucoup. Merci à Merci tous. à tous. Merci, merci.